t'es comme si l'explosion c'était un orgasme. Oh, Samuel découvre un truc, mais en même temps, il se passe quelque chose. Il faut qu'il court et qu'il envoie un corbeau. Ça semble peu probable, mais bon, comme on sait jamais. Il voit son père donc promettre à sa sœur. Des secrets sur la fabrication de l'acier valérien. La sœur de son père, donc sa tante. Et là, en fait, c'est un mec qui sort de Twilight. Bad move de Jon Snow. Mais moi, ça me fait un peu peur, en fait, cette bibliothèque et avec Samuel. C'est tout à fait possible, mais par rapport à la série, je vois pas comment ils peuvent l'amener. La vieille pierre, en fait, c'est des autres dragons. Là, on est en train de nous dire, c'est fini, là. C'est le money shot. On arrête de déconner. Cersei understands the consequences. Je pense que Jon n'est plus si con. Quel est le nom de Gilly en français d'ailleurs, Marc? Chatouille. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Whisperos, votre podcast hebdomadaire, oui j'insiste hebdomadaire, sur Radio Kawa, consacré à l'univers de Game of Thrones, ou A Song of Ice and Fire pour les puristes et Le Trône de Fer pour les Français. Pendant un peu plus d'une heure, nous avons regardé l'épisode de la saison 7, le premier épisode de la saison 7, tant attendu par des milliers de fans. Millions, on peut dire millions maintenant, ouais, effectivement. Et nous l'avons regardé tous ensemble lundi soir, on était fébriles, contents. Et pendant cette heure et demie, on va dire, on va le décortiquer tous ensemble, le consacrer toute cette heure à toute notre science, toute notre art, à décortiquer, à essayer de théorie-crafter, à relever le moindre petit indice en mise en scène, en jeu d'acteur pour savoir ce qui va se passer et qu'est-ce que nous réserve le prochain épisode qui sort lundi au moment où on enregistre ça. Mais pour faire tout cela, bien sûr, je ne suis pas seul, je suis accompagné de 4 formidables chroniqueurs et de gauche à droite. Je vais commencer par Sir Eric Baratheon. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour à tous, je vais très bien, merci. Beaucoup moins chaud que la dernière fois. Ouais. On a mis un ventilo encore c'est ça, pour faire j'espère que vous l'entendez pas, mais... je vais présenter tout le monde, parce que c'est vrai qu'on nous a fait un peu le reproche dans le premier épisode de pas nous présenter, pas savoir qui on était un peu dans cet univers et pourquoi on s'y intéressait. Donc je vais commencer par toi. Qui es-tu et comment es-tu tombé dans cet univers? Alors Eric Baratheon, moi je suis pas un bâtard. Non, en réalité, je suis tombé dans Game of Thrones quand mon précédent partenaire m'a fait regarder un peu de force le premier épisode de Game of Thrones et à la fin du premier épisode, j'étais complètement scotché et à la fin de la même saison de la saison 1, j'ai dû acheter toute la saga et j'ai tout dévoré. Et il y a aussi le fait que je sois libraire, donc c'était un peu facile d'y accéder. Mais voilà, je suis tombé dedans très très récemment entre guillemets après la diffusion de la série. Après la saison 1. Saison 1, voilà, la fameuse. À côté de toi, on a Sir Marco Martel. Hello. Comment vas-tu? Ah putain, 2 mois qu'on attend ça. Putain, ça fait 2 mois pour la prépa. Tellement fort. Vas-y, présente-toi en 2 mots. Qui es-tu? Comment es-tu tombé dans l'univers? Alors moi, comme un bon gros suiveur aussi, j'ai regardé le premier épisode de la série sur HBO et je pense que 2 semaines après, j'ai acheté les 4 premiers volumes. Et voilà, j'ai lu tout ça sur le courant de l'année. Je lis en anglais, donc je tiens à m'excuser si des fois mon vocabulaire il est un petit peu automatique vers les noms propres en anglais. Et à côté de ça, je bosse dans le jeu vidéo. Et si vous voulez voir ce que je fais, je vous donnerai ça après le podcast. Ah. On a aussi Lady Elotuli. Comment vas-tu? Ça va. Elle était timide dans son coin. Non, pas du tout. Non, surtout pas. Clairement pas. Vas-y, présente-toi un peu. Comment es-tu tombé dans l'univers aussi? Moi je fais pas exception, j'ai d'abord regardé la série. Par contre, j'ai un peu plus attendu avant de me mettre au livre. J'ai attendu vraiment de vouloir savoir ce qui allait se passer pour commencer à les lire. Et j'ai eu le plaisir, comme j'avais avec Harry Potter avant, d'avoir découvert d'abord l'histoire dans quelque chose de filmé. Oui. Et pour ensuite en apprendre beaucoup plus dans les livres. Et finalement, je regrette pas d'avoir fait dans cet ordre-là. Ouais, t'en apprends beaucoup plus d'un coup. Hein, c'est ça. Et du coup, t'as pas la déception de découvrir quelque chose que tu as lu et qui est forcément moins bien traité que dans les livres. Et puis, à côté de ça, moi, je suis une vieille blogueuse. J'ai un blog depuis 11 ans et plutôt professionnel depuis 6 ans. Et voilà, je travaille dans les internets. Dans les internets multimédia. Voilà. Et à côté de toi, notre ingénieur son, mon ingénieur son favori, Ketrus Rivers. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Je peux t'appeler sale bâtard ou pas? Non, tu peux pas. Enfin, si, toi, comment ça va donner un duel de justice malheureusement. Oh là là, et je sais pas qui va gagner. Attention. Comment es-tu tombé dans l'univers? Toi, t'es un vrai fan, toi. C'était il y a très longtemps, il y a 8 ans. C'était il y a très longtemps. J'ai commencé par les bouquins en français. Par contre, je les ai pas lus du tout en anglais. Tu sais, à l'époque où tu parlais aux gens de Game of Thrones en disant c'est mortel, c'est génial. T'avais envie d'en parler à tout le monde et personne l'avait lu. Et quelques années plus tard, quand la série sort, ils disent faut
faut que tu regardes absolument un truc, c'est génial, c'est Game of Thrones, ça défonce. Et toi, tu fais, ben oui, je te l'ai dit. On est parlé il y a 10 ans. Tu sais, tu fais le relou, quoi. C'est le mec un peu blasé. Le truc qu'on t'a piqué, t'étais un peu dans les Happy Few au début. T'étais tout content, un peu comme Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, ou les comics, tu vois, avec Marvel. Et là, voilà, après c'est devenu grand public. C'est devenu tendance. Allez, tant mieux, c'est mieux quand même. Et c'est tant mieux parce qu'on peut en parler maintenant et plein de gens nous écoutent et c'est cool. Et c'est plutôt cool. Merci à tous pour cette présentation. Pour le coup, je vais faire un petit sommaire de l'épisode que vous écoutez qui vous attend. Dans un premier temps, on va avoir Lady Hello Tully qui va nous faire un résumé de l'épisode saison 7, épisode 1. On va faire ça en moins de 5 minutes, un peu plus court que ce que j'avais fait la dernière fois. Ensuite, on va revenir sur les séquences clés de l'épisode. Chacun de mes chroniqueurs ici vont prendre une séquence qui les a marqués et ils vont décrypter un peu tout ça. On va pas théorie crafter encore, mais on va en parler, décrypter les scènes, décrypter ce qui a été dit, ainsi de suite. Ensuite, on avance d'une case le focus par rapport au premier épisode, parce qu'on a eu des belles remarques sur Internet, et merci d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. On fera le focus cette fois sur Dragonstone, et ça tombe bien parce que c'est le nom de l'épisode, ou sur Père Dragon en français. On va décrypter un peu tout ça, expliquer son histoire, expliquer comment c'est né, qui l'a créé, et ainsi de suite. Et on finira le gros de l'épisode par du gros bon spoiler plus ou moins, puisque encore une fois c'est que du theory crafting qu'on va faire, une bonne theory crafting des familles, où chacun va prendre un élément de la série, de l'épisode en cours d'ailleurs, et on va theory crafter sur qu'est-ce qui peut se passer, vers quoi l'épisode va aller, l'épisode suivant, et par rapport à nos connaissances sur les bouquins et sur tout ce qu'on lit autour. On se lâche complètement. Donc si à ce moment-là vous voulez pas savoir ça, vous pouvez arrêter plus ou moins le podcast, ce serait dommage. Vous louperez des trucs, je suis sûr, mais bon, c'est dommage. Et à la fin, on finira par un dernier tour de table pour demander à tous les chroniqueurs ce qu'ils ont pensé et de l'émission qu'on vient de faire et de ce qu'on a dit, s'il y a des choses qui sont apparues et qui nous ont ouvert de nouvelles pistes, et de l'épisode bien sûr qu'on a vu. On fera aussi un dernier point sur le courrier des auditeurs, parce qu'on a eu pas mal de retours sur Twitter. Merci à vous, cool. C'est super agréable. On savait pas à quoi s'attendre quand on a lancé ce podcast. On savait pas si on allait avoir beaucoup de monde qui nous suivi, et j'étais le premier surpris. Je pétais des câbles tous les jours en regardant les DL. Donc merci à vous de nous suivre. Continuez à nous suivre. Parlez-en autour de vous, tout ça, et mettez de nos étoiles sur iTunes. On commence tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai complètement zappé Eric. J'en suis désolé, mais on commence par l'édito d'Eric qui va nous faire. Voilà, c'est bien. Comme ça, tu fais une boucle et tout ça. Voilà. Allez, vas-y, lâche-toi. Pas de vin d'Orient cette fois-ci, ça m'avait bien trop fait bégayer la première fois. D'ailleurs, j'espère que mes auditeurs ne m'en voudront pas trop. J'ai décidé cette semaine d'essayer un vin qu'un certain Walder Frey m'a envoyé. Quoi? On me dit que c'est pas un bon plan. Bon, bah, je ferai attention. On va continuer. Non, c'est bon ça. Que du bonheur pour retrouver tous nos personnages préférés. D'abord, il y a Euron, ou Euron, ou Euron. Bref, de toute façon, vous entendrez toutes les prononciations dans ce podcast. Les scénaristes Daniel Weiss et David Benioff, ou Dan and Dave pour les intimes, ou D&D pour ceux qui se la pètent, ou juste les scénaristes pour ceux qui s'en foutent, ont voulu rendre hommage à la carrière de Bowie, partie trop tôt, et à celle de Johnny Depp, toujours pas parti. Comment représenter un pirate moyenâgeux qui aurait du swag, de l'assurance, et qui devrait devenir le remplaçant de Ramsay Bolton dans le rôle du gros méchant très très méchant? Pour ce faire, c'est simple. 1. Un pantalon en cuir ultra moulant. Ça montre son côté dark et anticonformiste. 2. Du guyliner. Ça montre son côté dark et anticonformiste. Et pour finir, une veste noire avec de jolies petites étoiles cousues. Ça montre juste qu'il s'habille, chez The Couples. Puis, il y a Samuel Tarly, le personnage présent pour nous rappeler qu'il peut encore y avoir un peu d'humour dans ce monde dark et anticonformiste. Et comme l'auditeur GMX1207, coucou à toi, nous l'a dit sur Twitter, le training montage n'était pas exactement celui que j'avais prédit la semaine dernière, mais je n'étais pas bien loin, hein. Elle est dure la vie d'acolyte, hein. Je sais pas pourquoi ils font autant galérer mon petit Sam. Et enfin, il y a Daenerys Targaryen à Dragonstone. Ces 3 dragons vont enfin pouvoir se reposer de ce long périple, parce que, à en croire le montage entre la saison 6 et la saison 7, ils ont volé d'une traite de Myrine à Dragonstone, et ça, je pense que personne n'y croit. Et pas d'accueil en fanfare pour la reine, hein. La demeure était vide. Mais les derniers occupants ont été sympas. Ils ont pensé à laisser la clé dans la gueule de la gargouille à l'entrée du château, au cas où quelqu'un voudrait le récupérer. Et une fois arrivé, la première question à l'ordre du jour, on fait appel à qui pour la déco? Valérie Damido ou Stéphane Thébault? Shall we begin?
Et putain. J'avoue, ce petit pantalon en cuir, il m'a fait du mal quand même. Ok, merci à toi, Eric, pour ce bel édito, toujours aussi bien écrit. Hein. Putain, c'est fantastique. And there is only one thing we say to death. Not today. On va passer au résumé de l'épisode. Hello, tu lis, vas-y. Ok, alors, l'épisode commence par la vengeance d'Arya. Aïe aïe aïe. Qui avait égorgé Walder Frey à la fin de la saison précédente, et cette fois-ci, elle empoisonne tous les Frey qui ont participé aux Noces Pourpres et à l'assassinat de son frère Robb, sa mère Catelyn et les Nordiens les accompagnant. On la retrouvera un peu plus tard sur les routes de la capitale, plaisantant qu'elle va tuer la reine tout en partageant du vin et de la volaille avec de jeunes soldats Lannister. Pendant ce temps-là, au nord, Bran Stark a une vision de géants inquiétants ayant rejoint l'armée des morts. Il arrive ensuite au mur avec Mira Reed, où ils sont accueillis par le nouveau Lord Commandant Ed la Douleur, qui leur ouvre les portes. À Winterfell, on reprend l'action là où elle s'était arrêtée. Jon organise le nord pour la bataille qui les attend avec l'armée des morts. Il demande aux Nordiens de former tout homme ou femme de 10 à 70 ans au combat, et il envoie Tormund et ses sauvageons tenir Fort-le-Vent, un des forts abandonnés de la garde de nuit où il pense que les White Walkers, ou marcheurs blancs en français, risquent de passer. Il s'interroge ensuite sur le sort des familles traîtres Omble et Karstark, qui s'étaient ralliées aux Bolton. Il veut les pardonner alors que Sansa préfère récompenser des familles loyales. Elle s'oppose publiquement à lui et leur désaccord devant l'Assemblée crée un peu le malaise. Grave. Mais Jon, qui est désormais King in the North, a le dernier mot. Littlefinger, qui est toujours présent, semble se délecter silencieusement de leur désaccord. S'ensuit une discussion en privé entre Jon et Sansa, où il lui demande de ne plus la contredire en public et où elle le met en garde contre les erreurs passées de leur père et de leur frère Robb en l'invitant à écouter ses conseils. Tellement bon conseil. Elle lui rappelle également que la menace de Cersei au sud n'est pas à prendre à la légère et qu'elle en sait beaucoup sur la reine. Et justement, à King's Landing, ou Port-Réal en français, Cersei se prépare à la guerre et discute stratégie avec Jaime. Il tente de lui ouvrir les yeux sur le peu d'alliés qu'il leur reste, mais Cersei a un plan. Elle compte se rallier à Euron Greyjoy et sa flotte de 1000 navires. Elle reçoit donc Euron dans la salle du trône. Il demande la main de Cersei, en échange de son aide. En se montrant très prétentieux et irrespectueux envers Jaime, À peine. il leur promet un cadeau mystérieux afin de prouver son efficacité avant de partir comme un prince. Du côté d'Oldtown, ou Ville-Vieille en français, on retrouve Samuel Tarly qui mène une vie très austère à la citadelle et qui peine à réunir des informations qu'il cherche sur le Dragonglass, ou Ver Dragon en français. Ce matériau est en effet nécessaire au combat contre l'armée des morts et Jon en a besoin. Les paroles de Sam ne semblent pas vraiment trouver écho auprès des archimestres de la citadelle, un en particulier qui estime que le monde ne court jamais vraiment à sa perte. Sam finit tout de même par découvrir la carte d'une mine de Ver Dragon sur l'île de Dragonstone, ou Père Dragon en français. C'est donc à Dragonstone que l'épisode se termine avec l'arrivée de Daenerys et son armée sur l'île où elle retrouve émue la terre de ses ancêtres qui l'a vue naître. Elle s'installe dans la salle de stratégie devant la table représentant les 7 couronnes et nous laisse sur ces mots « Shall we begin ?» ou « Commençons-nous » en français. Trop bien. Très factuel, hein. J'aime beaucoup ce résumé. Nickel. Très très bien. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Ok, on va commencer par la grosse première partie de cet épisode, les séquences clés, celles qui nous ont fait un peu vibrer. On va commencer avec Marc qui voulait justement parler d'un rocker des années 80 et de sa groupie assez froide Cersei. Vas-y Marc, parle-nous de Euron. On fait pas de façon chronologique alors. Ok. Ah non, c'est comme ça. Vas-y, chaud. Donc on refait un petit point sur Euron. Ouais, vas-y. Ok, donc c'est frère de l'ancien prétendant au trône des Îles de Fer. Vous vous souvenez de Balon, qui a fini malheureusement dans la flotte, hein, puisqu'il a été tué par Euron dans la série. Souvenez-vous que Balon est le père de Théon et Asha, et que cette fratrie est complétée par Damphair. C'est le prêtre. Hein, vous vous souvenez du prêtre? On voit à peine dans la série. Voilà, ouais. Et si, il a quand même un petit rôle où en fait c'est un peu le pendant du genre de la religion. Comment il s'appelle? C'est pas Eudchoukas, un truc comme ça en français ou... Alors je ne pourrais pas dire. Non, ça c'est le surnom de Euron. Ah oui, c'est ça, oui, voilà. Ah ok, mais Damphair, le prêtre de la religion du dieu noyé, voilà. Du dieu noyé. De Cthulhu. Donc qu'est-ce qu'on sait de lui, à part qu'il a interprété par Pilou Asbeck. Donc voilà, des personnages les plus badass de la série est interprété non mais en par danois, Pilou. en danois ça se prononce Nicolas. D'accord. Arrêtez le troll. Donc on sait qu'il est capitaine du Silence. Il est capitaine d'une flotte qu'on a vu apparaître en fait dans la saison précédente. Ouais, qui pète bien sa mère quand tu la vois sur les flots. Ça exactement. C'est un personnage assez énigmatique, complètement imprévisible, et qui malgré tout a réussi à convaincre ses pairs, puisqu'ils l'ont choisi en tant que roi
pour porter la couronne de sel, donc il est roi des îles de fer, actuellement. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Bon, peut-être on en parlera un petit peu plus tard. Dans la théorie crafting. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était enfin la scène d'exposition que méritait le personnage. Tout simplement parce qu'en fait il a de l'espace, il a un super dialogue avec Cersei, où il est en gros arrogant mais aussi marrant, et je l'ai trouvé aussi très convaincant en fait dans ses arguments. Et surtout en fait c'est quelqu'un qui, pour moi, amène un mystère à la fin de cette rencontre, quoi, avec ce fameux cadeau dont on parlera plus tard. Moi, j'adore ce personnage, alors que la saison précédente, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment raté. Là, je trouve qu'il peut être, comme l'a dit Eric dans son édito, le nouveau grand méchant de Game of Thrones, et ça me plaît beaucoup. Bah en fait, c'est ça que moi je trouve un peu dommage, c'est que finalement on lui donne cette bannière de grand méchant alors que je trouve que dans le bouquin, il a autre chose en fait. Il amène vraiment autre chose. On peut en parler vraiment en 2 lignes, mais dans la scène justement où ils choisissent leur nouveau roi avec Asha sur l'île complètement perdue. Complètement, ouais. Mais la scène dans le bouquin est vraiment intense en fait, alors que là, je trouve dans la saison dernière, il avait un peu loupé. Ouais, ils ont gardé des trucs sous le pied, je pense. Un truc en particulier. Là, en fait, on comprend que c'est quelqu'un qui a parcouru vraiment la terre entière et qui est déjà assez généreux avec son équipage, puisqu'en fait déjà dans la série c'est grâce aux énormes dons de toutes ces richesses qu'il a trouvées qu'il va être élu, entre autres. Et je crois que le deuxième argument c'est que en gros, je vais arrêter de dire en gros, il a une énorme flotte. On en parle dans la série, ça a l'air d'être la menace principale actuellement en fait, et la raison pour laquelle Cersei veut s'allier à lui, c'est effectivement cette flotte de 1000 bateaux. Et quand on sait un peu on va dire la force de frappe de ces j'ai envie de dire ces Iliens, mais ça veut rien dire. De ces Ferné. C'est ça, voilà quoi, c'est quelque chose qui est assez important, je pense, dans la série. Clairement. Elodie, tu voulais rebondir? Moi j'ai beaucoup aimé la scène, c'est assez chouette, il fait vraiment son show. C'est cool. Moi j'ai trouvé ça chouette à regarder. En plus, il y en a pas beaucoup des personnages qui mouchent Jaime dans la série. Quand même. Ah ben il le fait bien là. Voilà, il le fait très très bien. Bon, il a pas trop son mot à dire, Jaime, mais voilà, il le mouche, c'est quand même assez rare. Donc on sent un personnage qui a quand même un sacré caractère, et moi j'ai vraiment envie d'en apprendre plus, et j'ai envie de le revoir quoi. Clairement. Et Eric? Moi, j'étais un peu déçu parce qu'il y a un gros changement, déjà vestimentaire entre ce qui se passe dans la saison 6 et la saison 7. Et c'est vrai clairement, il a perdu du poids et tout. Enfin, visuellement, c'est vraiment choquant. On a vraiment l'impression de voir quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé, même si, justement, les pics, contre Jaime, j'ai trouvé ça très très rigolo. Ça faisait du bien de voir des personnes bien haut placées se faire insulter comme ça par par moins que rien. Enfin, surtout eux, les Lannister, ils les détestent par-dessus tout. Mais je l'ai pas trouvé si menaçant que ça en fait. Moi j'avais toujours Daenerys dans la tête, même si vu le déroulement des scènes elle était pas encore là, mais pour moi les dragons mis contre 1000 bateaux, c'est vrai qu'il y a un côté, une espèce de contrebalancement en fait. Quand on voit l'armée arriver au loin avec Jaime qui dit quoi, t'as appelé des pirates, grosso modo, on voit une armée. Moi la première scène que j'ai vue quand j'ai vu ça, je pensais justement à l'armada de Daenerys en disant ok, finalement ça va faire quoi contre 3 dragons qui vont cracher des flammes du dessus, ça sert à rien. Est-ce qu'il vous a semblé inquiet? Non. Attends, on va en parler plus tard, ça bouge pas. Est-ce qu'on est bon sur cette scène? Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou on passe à la suite? Non, c'est bon. La suite. C'est tout bon. Allez, Kétrus, t'enchaînes tout de suite. Tu voulais parler du chien, du brûlé qui voit dans les flammes. Le limier, pas le chien. Le chien, je crois qu'il s'appelle le chien en français. Mais j'arrête pas non plus, je m'y fais pas. Oui, donc on retrouve le limier avec la fraternité sans bannière, je crois en français. C'est ça. La compagnie sans bannière. Avec Beric Dondarrion et Thoros de Myr, qui arrivent en plein dans la neige en fait, dans une petite masure dans laquelle ils veulent se réfugier pour la nuit. Et donc je reviens sur cette petite masure qu'en fait le limier reconnaît parce que c'est la maison dans l'épisode 3 de la saison 4 dans laquelle ils ont été accueillis avec Arya par un vieil homme et sa fille. Ouais, exactement. C'est marrant le petit clin d'œil d'ailleurs.
Et je vais y revenir un peu dessus parce que c'est pas complètement anodin. Déjà parce qu'on sait à peu près où est-ce qu'ils sont. On sait que c'est sur la terre des Tully parce que le propriétaire de cette maison avait dit qu'il était sous les Tully, comment on dit, sous le joug des Tully, on va dire. Bien vu. Donc on sait que c'est dans les conflans. Comme on dit les gens en anglais, c'est Riverlands. Riverlands, voilà. Donc Patrol River Run, là où il y avait la truite. Oui, ça, exactement. en français. Donc on sait qu'ils sont là. C'est intéressant parce que on en reviendra aussi. J'en reparlerai pendant le theory crafting, mais c'est assez important. Et donc il rentre dans cette masure complètement abandonnée où il retrouve ce vieil homme et sa fille morts dans le lit, sûrement morts de faim, où le vieil homme a tué sa fille pour l'empêcher de trop souffrir. Ce qui assez étonnamment émeut le limier, parce qu'il fait une petite remarque en disant ça devrait pas être eux là qui sont là, mais plutôt toi, en s'adressant à Beric Dondarrion. Donc déjà on sent qu'en fait on est en train de préparer la rédemption du limier qui est en train de s'attendrir tout doucement et qui contrairement à avant où il était un peu sans pitié là commence à avoir de l'humanité en fait tout simplement. Et donc la suite de cette scène, le limier questionne un peu les pouvoirs de Thoros de Myr et le fait que Beric Dondarrion était ressuscité, alors que pourtant il a été là, vu que je vous rappelle que c'était lors d'un duel entre lui et Beric, pareil dans la saison 4, où Beric a une épée enflammée pour faire peur au limier et s'affronte en duel de justice, mais le limier est plus fort, lui casse son épée et lui enfonce son épée jusqu'à l'échine, à travers l'épaule, à travers la clavicule. Mais Thoros, parce qu'il est cool, le ressuscite. J'avoue, Il est sympa. Mais bizarrement, le limier est quand même dubitatif. Et là, Thoros, qui a allumé un feu dans l'âtre de la maison, lui dit « Regarde dans le feu, regarde dans les flammes ». Alors on voit le limier un peu hésitant, parce qu'on le sait tous, il a peur du feu. Pourquoi ? À cause de son grand frère qui lui a éclaté la tête contre le feu. Quand il était jeune, la montagne. Quelle charmante fraternité. Et donc, hésitant, il s'approche, et là, effectivement, il commence à voir des choses. Il commence à voir le futur. Alors, on sait pas ce qu'il voit exactement. En fait, on sait pas exactement ce qu'il voit. Ce qu'il voit, en fait, c'est une armée de morts qui traverse le mur, ou en tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il passe à côté du château. Il le longe, en fait, donc on imagine entre la mer, sur les falaises, en fait. Et ce château, c'est Eastwatch, donc Fort-le-Vent, en français. Et c'est le même château vers lequel Jon envoie Tormund une scène avant ou après. C'est ça, quelques avant, minutes avant. Voilà, donc on sait déjà qu'il va se passer quelque chose là-bas. Gros point stratégique. Gros point stratégique. Alors il y aura sûrement encore une téléportation. Ah oui, parce que si vous regardez sur la carte de Westeros, les conflans c'est quand même très 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 loin de Fort-le-Vent. Pas de problème. Ça va aller. Ils vont demander à Varys qui a un petit truc pour ça. Il sait comment faire. Ouais, voilà. Donc vous m'avez troublé. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc voilà, il voit en fait un peu. Je pense que c'est l'avenir en fait. C'est pas le présent. Il voit dans l'avenir parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a eu des visions de R'hllor, c'était plutôt l'avenir et c'était pas le présent. Donc en gros, on sait qu'ils vont se diriger par là et qu'ils vont sûrement rencontrer Tormund et qu'il va sûrement y avoir une grosse baston contre les morts là-bas. Mais tout ça, ça devrait être dans le theory crafting. Je suis désolé. Non, mais oui. On en reparle après, effectivement. Nonobstant ça, c'est que là, du coup, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que maintenant, le limier croit, forcément, vu qu'il a vu quelque chose, il l'a vu dans le feu, ce qui est quand même assez paradoxal. Et je terminerai... non, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Et je terminerai sur cette scène qui se finit, en fait, par le limier qui enterre donc le vieil homme et sa fille dans le jardin, en fait, où Thoros le rejoint. Le limier essaie de faire une prière, il n'y arrive pas parce qu'il s'en souvient pas, et en fait, cette prière, c'est a aussi un clin d'œil à cet épisode 3 de la saison 4 où ils ont été recueillis par Arya, parce qu'en fait ils leur offrent à manger, ils leur offrent le gîte et le couvert, et le vieil homme commence à réciter le bénédicité des 7 dieux, et le limier râle en fait. Il fait c'est bon, il va pas féliciter tous ces putains de dieux quoi. Et Arya le reprend, attention papa, parce que ils se font passer pour père et fille. Donc en fait le fait qu'il veuille réciter cette prière en hommage à ce vieil homme, c'est encore plus qu'il est sur le chemin de la rédemption et qu'il est en train de changer le limier. Et c'est ça qui est fou, c'est que je pense que depuis sa mort, alors je mets des gros guillemets qu'on voit pas, on sent en fait qu'il essaye de suivre une nouvelle vie, en fait, ça qui est fou. Marc, tu voulais réagir?
Oui, il est de plus en plus sympathique, ça c'est sûr. Ouais, je voulais juste parler du décor. Moi, c'est mon décor préféré dans cet épisode, et je trouve que c'est intéressant parce qu'on commence à voir le monde changer en fait à travers cette scène, et je trouve ça assez cool. Et en fait, après réflexion, je dis que The Hound commence un petit peu à prendre la place de Tyrion en termes de personnage comique. Parce que mine de rien, en fait, son désespoir, enfin, c'est le fait qu'au début de cette scène-là, on le comprend encore très sous le coup de la colère, etc. Et en fait, ça lui inspire les meilleurs punchlines du show, quoi. Il est vraiment, vraiment marrant. Il est vénère, hein, ça se sent dans ses punchlines. Ouais, mais il est vraiment très, très drôle à écouter. Là où il est drôle, en fait, là où c'est marrant, c'est que justement, c'est un personnage qui est normalement très dur, très déshumanisé, et tu vois qu'il essaye de changer, mais qu'il a encore son ancienne nature ou la façon de parler qui le retient, et en fait, c'est ça qui fait un petit côté, ouais, ils ont comique, bien réussi son retour, je trouve. Oui, Mais surtout que c'est presque de sa faute en fait si le père et sa fille se sont suicidés, puisque ils leur volent leur argent avant de partir, ouais. Alors qu'ils les ont accueillis quand même. C'est assez choquant. C'est très choquant, ouais. Cet épisode où il les accueille et après lui il leur vole tout en disant de toute façon ils seront morts à la fin de l'hiver. Vraiment ultra pragmatisme, vraiment très 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 dur. Mais il est toujours aussi pragmatique, hein, cela dit. Mais voilà, il s'en veut à mort là où la fois d'avant il en avait strictement rien à cirer. Je vais juste rajouter un détail qu'on voit dans la scène, et si justement le détail est coupé, c'est dans la même conversation avec Berry, qui est donc le limier, où ils parlent du passé un peu, et ils disent « Ah, mais tu te rappelles quand t'étais au tournoi de... » Et là, ils se font interrompre par Tauros de Myr qui allume un feu. Et je pense que le tournoi auquel ils font référence, c'est le tournoi à Harrenhal, le fameux. Je suis quasiment sûr qu'ils vont nous mettre un flashback là-bas, et ce serait tellement génial. Ça veut dire qu'on va avoir un personnage qu'on n'a jamais vu. Voilà, mais juste pour résumer, enfin je vais même pas résumer l'événement, mais en gros c'est je sais pas comment, ouais, c'est les Jeux Olympiques. Enfin, c'est un événement de l'envergure de Jeux Olympiques pour Westeros, où toutes les grosses stars qu'on connaît, les grands guerriers qu'on connaît je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, mais bon, Ned Stark par exemple, même Tywin Lannister étaient, donc plein de personnages qu'on connaît qui ont vieilli entre-temps, et il s'est passé une chier de choses là-dessus, et j'espère que la série va l'évoquer. C'est surtout le point névralgique qui commence toute la série en fait. Ah oui. Toute la rébellion de Robert par delà, c'est complètement fantastique. On fera peut-être un focus là-dessus, mais c'est super intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose, Ketrus ? Ouais, juste une petite remarque aussi. Il t'en parlera peut-être pour la scène d'Arya. Et en fait, ce que je trouve intéressant en tout cas dans la série télé, c'est que t'as un espèce de vase communicant entre le limier et Arya. Et tu vois, et le point d'équilibre, c'est la saison 4 où justement ils sont ensemble, juste avant la scène où ils sont recueillir, enfin je sais pas dans le même épisode, mais juste avant qu'ils se fassent recueillir par ces personnes-là, ils sont dans l'auberge, il dit fuck the chicken, fuck the king, et il tue tout le monde, et il y a Arya surtout qui tue les gens de façon froide, et en fait c'est elle, sa montée vers la violence, vers la déshumanisation, et lui en fait, à ce moment-là, enfin un peu après son combat avec Brienne et tout ça, et puis quand on le retrouve dans cette espèce de fraternité aussi un tout petit peu, pour moi c'est des vases communicants, c'est que le limier on est en train de le faire monter vers quelque chose de plutôt juste, et Arya on est en train de la faire descendre vers quelque chose de plutôt sombre. En tout cas on sait pas forcément, mais c'est ce qu'on a comme impression en tout cas dans ce qu'on nous a donné entre la saison 4 et la saison 7. C'est une analyse super intéressante effectivement. Moi j'adore ce trio. Je pourrais les voir 30 minutes dans un épisode de 50 ans. Darion, Tauros et The Hound, c'est vraiment hyper cool, quoi. Ils sont complètement différents les uns des autres et ils se complètent c'est vraiment cool. Parfaitement dans leur jeu et dans leur scénario. On va passer à la suite. Hello, vous voulez parler de la relation de Sansa et de Jon. Tu l'as très bien évoqué dans ton résumé. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Les scènes étaient longues. Cela dit, en fait, moi je voulais revenir là-dessus parce que je trouve assez intéressant que la relation qu'il y a entre Jon et Sansa, là, elle fait un peu écho à l'opposition qu'il y a eu plusieurs saisons auparavant entre Robb et Catelyn. Et on se demande si un mâle Stark va enfin être malin et écouter les conseils d'une femme. Elle lui dit clairement arrête d'être con, quoi. Hein, arrête d'être con, est-ce que ce serait si terrible si t'écoutais mes conseils? Pendant le conseil, devant tous les Nordiens, ils ont tous les deux points de vue qui se défendent, en fait, et c'est assez intéressant de voir si on peut pencher d'un côté ou de l'autre, en tout cas, ça s'entend. Jon, lui, veut épargner les Ombles et les Karstark, qui sont pourtant des familles assez traîtres, hein. Les Ombles, c'est eux qui ont livré leur frère Deacon à Ramsay Bolton. Un gros moment sombre. Voilà, un moment très très sombre où il donne la tête du loup et le frère. Enfin voilà, les Ombles, ils sont allés assez loin.
Lui, il veut pas faire payer les crimes d'un père à leurs enfants. Donc voilà, il met l'honneur et le pardon en premier. Bon, il y a aussi que là, ils ont une menace de l'armée des morts et que je pense qu'il a envie plutôt d'unir le Nord que de les rediviser. Là où Sansa, elle veut, voilà, elle aimerait plutôt déposséder les traîtres et récompenser les familles loyales. Elle, ce qu'elle veut, c'est que enfin les Stark inspirent un peu le respect et la fermeté, ce qui n'est pas du tout le cas pour le moment. Non. J'aime bien d'ailleurs dans la scène où ils discutent devant le conseil quand Littlefinger sourit, parce qu'on sait pas si c'est parce que il voit qu'il commence à y avoir une opposition entre eux et que peut-être Sansa va se rallier à lui enfin parce qu'elle veut faire des choses, ou si c'est parce que Sansa lui rappelle un peu Catelyn. Ouais. Oui, que, ouais, voilà, il y a un peu de ça. Ouais. Catelyn, elle se laissait pas faire non plus, elle avait des choses à dire. Voilà, donc on a dans ces, il y a deux scènes entre eux, hein, celle de conseil et celle quand ils parlent tous les deux. On a un loup et une louve qui s'opposent. Et qu'est-ce que ça a donné dans le passé ? Dans le passé, il y a eu pas mal d'erreurs de la part de Robb qui n'a jamais écouté sa mère. Oui, clairement, ça leur a fait vraiment gagner des guerres. Ah, mais ça l'a complètement conduit à sa perte, puisque ils se sont d'abord opposés parce que Catelyn, elle a fait évader Jaime pour pouvoir négocier avec la reine les sœurs. Que les guerres, il les gagnait, c'est ça le pire. Les guerres, il les gagnait, et il a commencé à déconner quand il a plus écouté sa mère. Ça a commencé d'ailleurs vraiment à sentir le roussi quand Robb a voulu absolument faire justice et décapiter le père Karstark, qui a commencé quand même à décimer un peu les rangs des Nordiens, alors que sa mère lui disait écoute, laisse couler. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre, on a besoin de toutes les troupes, tu vas pas le tuer. Ensuite, elle lui a déconseillé d'envoyer Théon aux îles de Fer. Ouais. Il l'a pas écouté. Et enfin, elle lui a dit qu'il fallait pas briser son serment qu'ils avaient fait auprès des Frey. Bon, alors, le truc, c'est que dans la série, il a une grosse barbe, on a l'impression qu'il est vieux, mais dans les bouquins, il a 14 ans. Il écoute que sa bite. C'est censuré. C'est un minot. Voilà, il est jeune. Du coup, voilà, ça fait un peu écho, je trouve, à ce duo qui fonctionnait pas du tout, hein, puisqu'il écoutait jamais Catelyn, qu'il ne lui a donné que des bons conseils. Mais là, on sent que Jon est plus ouvert à Sansa, en fait. Dans la scène qu'ils ont ensuite tous les deux, on sent qu'il est plus ouvert, il discute, il est pas fermé. Elle lui dit, en gros, d'écouter ses conseils, de pas être comme Joffrey, qu'il faut qu'il ait des conseils, qu'il les écoute. Elle lui dit d'être plus malin que son frère. Elle lui dit de se méfier de Cersei, contrairement à son père. Et d'ailleurs, ce que je trouve fou, c'est qu'elle est sympa parce qu'elle lui rappelle pas que c'est elle qui lui a sauvé les miches à la Battle of Bastard grâce à son alliance à Littlefinger. Donc elle est sympa quand même, elle lui rappelle pas. Du coup, elle est assez stratège, hein, puisque elle lui parle pas de ça, donc c'est intéressant. Vas-y, continue. Je continue. Sauf mais si, voilà. Marc, tu voulais rebondir sur ça directement ou Non, j'ai trouvé la dynamique entre les persos hyper bien, très bien écrit, parce que je trouvais que c'était pas évident d'associer Sansa et Jon, sachant que elle en avait un peu rien à foutre en fait, clairement, de lui au départ, et que là, elle effectivement, elle a le rôle d'un conseil restreint, voire de la main du roi, limite, et je trouve ça vraiment cool. En tout cas, elle se dirige un peu vers ça, hein. Mais moi, ce que j'aime bien, du coup, avec ça, c'est qu'on sent qu'on a un duo en qui on peut avoir un peu confiance. Parce que Jon, c'est un bon Stark honorable, mais il a subi la trahison et il est revenu d'entre les morts, donc... Oui, clairement, voilà, c'est pas son père, il est un peu moins loyal, bon con que son père, et plus expérimenté que son frère. T'as pas aimé bon, loyal, con? Non, c'est pas ça. c'est un peu dur, mais ouais. Quand même. Et Sansa, elle a été à l'école Littlefinger et Cersei quand même. Donc, elle est plus habile que sa mère et plus stratège. Elle a pas peur de se salir les mains, en tout cas, parce qu'elle a vu que parfois, il fallait en arriver là. Donc moi, j'ai beaucoup plus confiance en ce duo-là, hein, que Catelyn et Robb, et je sais pas si vous, en tout cas, vous font confiance. Enfin, vous avez confiance en eux, mais je pense qu'ils vont dans la bonne direction pour l'instant. En fait, c'est intéressant que Sansa ait pris, finalement, le mauvais, enfin, des bons conseils des mauvais personnages, enfin, mauvais dans le sens evil, parce que, effectivement, elle se sert de tout ce que Cersei lui a appris, elle le dit d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup appris là-bas, et c'est super intéressant qu'elle puisse mettre ça un petit peu à l'œuvre en termes tactiques et politiques. C'est super cool. Il n'y a pas que du mauvais dans les moves de Cersei. Ah non, clairement pas, c'est juste qu'elle est je veux dire méchante, elle est pas méchante en soi, elle a sa direction, elle sait où elle veut aller, elle fait tout pour. Elle sait qu'à un moment il faut imposer le respect, c'est pour ça que si elle insiste pour qu'on punisse d'une manière ou d'une autre les familles traîtres. Mais t'as soulevé un point intéressant sur lequel on peut faire un petit aparté de 2 minutes sur le côté de Robb Stark en fait, qui se marie, qui brise son alliance avec les Frey, parce qu'il là dans la série il se marie parce qu'il voit une femme qui est belle, il tombe amoureux malgré lui et tout machin et tout, mais dans le bouquin c'est complètement différent en fait, c'est expliqué complètement différent. Est-ce qu'on peut faire un rappel de ça pour les auditeurs rapidement ou pas?
Piqué, je te vois pencher la tête. En fait, dans le bouquin, Rob revient, il est déjà marié. Là, Oui, il c'est revient ça. de sa guerre, il a fait une bataille, je sais plus où, un peu plus haut, dans le nord de là où il était, et il revient, il est déjà marié à une paysan, clairement. Non, c'est une Iborn, elle est Iborn. Ah oui, c'est vrai, Non, oui, non, complètement. C'est pour ça Mais que c'est je c'est dans la parce série qu'il que c'est- c'est parce qu'il l'a mise enceinte. Et voilà, c'est ça en fait le problème, c'est que dans la série, il a peur. dans le bouquin, il explique pas qu'il est amoureux clairement, il suit en fait son côté honneur, le côté l'honneur de son papounet. père, voilà, en Tout à disant fait. Il a 14 ans, quoi. j'ai mis une nana en cloque, excusez-moi pour le terme, il a mis une nana enceinte et il se dit ok, je peux pas abandonner ça, j'ai de l'honneur comme mon père l'a fait en pensant de parler de son demi-frère bâtard, et je suis obligé de suivre ça, je suis obligé de m'en occuper et ainsi de suite. Et c'est par ça en fait qu'il va briser l'alliance des Frey. Et c'est super intéressant finalement que dans la série le bâtard, enfin Jon Snow en fait ne suive pas du tout son exemple en étant un peu moins con Ah ouais. côté Bah, il est loyal, plus vieux quoi. et là il a plus d'expérience. Rob, il était tout jeune, il venait à peine de sortir de Winterfell, Ouais. qui menait déjà des armées, alors que bon là il en a vu de John, il est allé Ouais. au nord du mur, il a commandé la garde de nuit, il s'est fait stabber par des gamins, donc il a quand même une certaine expérience par rapport à Rob, il a plus d'XP Bah, quoi. tout lui est tombé sur les épaules à Ouais. Robin. Ouais, clairement, Tout il d'un a coup. subi tout ça. Quelqu'un voulait revenir sur cette scène ou c'est bon? Oui, moi je Oui, voulais juste Marc. dire quand même, on revoit Lyanna Mormont, ouais. Et voilà, je vous avais fait cette blague là pendant la diffusion, mais c'est quand même quoi le clone d'Anne Romanoff quoi. Non mais je le redis. T'es dur. Mais elle est très mignonne. Et aussi il y a un truc Elle que est j'ai badass, ouais. elle est très cool. Et il y a un truc que j'ai noté, c'est qu'on voit un mestre qui est très avec beaucoup de chaînes dans la scène. Ouais. Et je me demandais si c'était pas celui des Aerys. Des Aériers. Bonne des question. Aériers. Non, c'est celui qui était avec Bolton déjà, mais D'accord. Ah oui, ok. c'est le même. Ah oui. mais enfin, Je savais pas. on sait rien de lui en fait. Ouais, on sait pas Je grand crois qu'il vient même Non, pas du c'est, bouquin. PNJ enfin, secondaire numéro c'est 12 ça. avec dialogue. Pour une- avec trois Après, lignes. si je me trompe, hein, n'hésitez pas à nous le dire, hein, s'il vous plaît. Non, mais c'est possible, ouais. Faites-nous vos retours, hein, si vous voyez des détails qu'on n'a pas vus par rapport à ce qu'on vient de dire et de toutes les scènes qu'on en discute. Mais surtout, voilà, si on fait des petites erreurs de nom ou de temporalité, n'hésitez pas à revenir, c'est super intéressant, justement. On n'a malheureusement pas la science infuse, sinon on connaîtrait déjà la fin de la série. Dernière scène clé dont on voulait parler, Eric, tu voulais revenir sur la continuité de la visite de Vieilleville et de Sam et de son labeur. Oui, comme je disais plus tôt, donc Sam est à Old Town Vieilleville, qui a été rajouté au générique. Je l'avais oui. prévu. Trop Et bien, donc ça veut trop dire que bien. dans mon top, il reste Casterly Rock et Highgarden, donc Castral Rock et Au Jardin. Et j'ai juste hâte. Stan Hens, on l'a vu. T'as gagné un point. Stormzen, non, mais même scénaristiquement, il n'y a pas de raison que ça y Ça va soit. être compliqué. Moi, Ouais, je propose c'est dommage, mais... qu'on instaure des choses, en fait. T'as gagné un point Whisperos. Calamité. Voilà, c'est ça. Crafting, Voilà. Il a gagné 2 avec Voilà. ce qu'il a dit sur le dernier épisode. Ouais, c'est Oui, vrai. voilà, au moins 5. Dans le précédent épisode, on avait surtout insisté sur le fait que, notre et précédent épisode, que la citadelle était une source de savoir, une grande bibliothèque, mais on n'avait pas du tout évoqué le fait que ça pouvait, c'était aussi un hospice en fait. Donc c'est Ouais. pour ça que la longue séquence, vous savez, avec les pelles, les poêles, les poêles. Je vois, j'ai pots de pas comment ça se dit, les pots de chambre. La meilleure montage. En ever. succession qui nous font nous confondre la soupe avec le reste. Qui nous montre que il y a des personnes malades qui sont là. Et on peut facilement imaginer que dans un lieu de science et de médecine, des personnes peuvent trouver un remède pour une maladie orientale incurable qu'un certain personnage secondaire aurait chopé pour avoir eu des rapports physiques sans protection. Mais bon, après donc ce fameux montage dont je parlais tout à l'heure là, on voit Sam dans son rôle d'assistant acolyte aux côtés de l'archimestre Ebrose parce qu'il est nommé dans le générique. Oui, Donc pas dans la série. c'est pas Marwyn, je suis un peu déçu, mais on connaît le talent des scénaristes pour fusionner 2, 3, voire 4 personnages en un. Donc il y a des aspects qu'on pourrait retrouver par rapport à un archimestre du livre. Pendant leur conversation, Sam évoque donc à l'archimestre que il a déjà rencontré les marcheurs blancs et que c'est pas la première fois qu'ils en parlent et que personne à la citadelle ne le prend au sérieux, contrairement à ce que vous ici vous me disiez la dernière fois. Voilà, vous pensez que Oui, ok. voilà. L'archimestre en fait finalement il croit Sam et il lui explique en gros que si l'humanité est encore là aujourd'hui, c'est grâce au fait que les hommes apprennent et retiennent et surtout que le mur a subsisté à tous les hivers et que cet hiver n'avait rien d'exceptionnel et que c'était un hiver comme les autres. En gros, TKT
KT, on est safe. Oui. Ouais, non, c'est juste sur le côté, les hommes apprennent et retiennent, c'est pas exactement ce qu'il dit à mon sens, mais en fait, on y reviendra dessus. Moi, j'ai compris que ce qui nous différencie des animaux, c'est qu'on apprend de nos erreurs et surtout on se rappelle de ce qui s'est passé avant. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu ce commentaire. On s'en rappelle grâce à la citadelle. Oui, voilà, à leur présence, ouais. Moi, je suis d'accord avec Zef, en fait, j'ai pas compris ça du tout. En fait, j'ai surtout compris que c'est des cycles et les gens s'inquiètent toujours. Ouais. Mais en fait, ça va. Et que les gens restent dans leur ignorance et dans leur peur primale. Voilà, on est trois comme des chiens. Tu vois, voilà, c'est ça, donc on gagne. Comme la cassette va, tu vois. En fait, ce qu'il explique, c'est que eux sont là pour archiver les choses, mais que les gens n'apprennent pas. Et que du coup, ils gardent juste la mémoire des gens, enfin la mémoire du monde, grosso modo, en notant ce qui s'est passé. Et ce qu'il dit par rapport au cycle et au fait que les gens vivent tout le temps, c'est que quoi qu'il arrive, même si tout le monde meurt, il y aura toujours une suite, en fait. Quoi qu'il arrive, il y aura une suite. Donc, que les marcheurs blancs arrivent et détruisent tout, ok, mais il y aura une suite. D'accord. Donc en fait, c'est moi, c'est comme ça que j'ai entendu. Moi aussi, c'est ce que j'ai entendu. D'accord, c'est bien. Quoi qu'il arrive, même si tout est détruit, la Terre n'arrêtera pas de tourner. En gros. Voilà, ouais, c'est ça. Je t'enlève un point, oui. Moi, j'ai entendu ce que t'as entendu, Iki. Merci. Donc cette scène montre que dans les maîtres, il y a quand même des gens qui croient à la magie, au surnaturel dans une moindre mesure, et tout porte à croire que, selon lui, en tout cas, plusieurs légendes qui sont pas reliées les unes aux autres parlent du même problème. Donc de la longue nuit ou les marcheurs blancs en général. Alors que donc là il annonce sa confiance et que donc le mur subsistera à tout, alors que nous on sait en tant que spectateurs que le mur n'a jamais été autant en danger que maintenant, et scénaristiquement dans tous les romans, tous les films, quand on voit un personnage qui est sûr de lui et qui t'annonce un truc que tu sais qu'il faut, c'est juste pour pouvoir voir ce personnage avoir tort, pour justement avoir une espèce de satisfaction. Enfin, c'est jamais agréable, mais bon, finir cet arc-là. Alors, ce qui m'énerve un peu, c'est que les maîtres ce maître-là en tout cas montre une certaine ouverture à le côté fantastique du pays dans lequel ils vivent, mais j'aurais préféré qu'ils se montrent plus ouverts quand il a en face de lui un mec qui a passé, je dirais peut-être 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, dans la garde de nuit, et qui lui dit, mec, on a fait des expéditions, on les a vus, on les a tués, maintenant je descends pour essayer d'être maître à la place d'un autre, écoute-moi sérieusement, je raconte pas de la merde. Ouais, et je trouve ça un tout petit peu dommage que cette personne qui est déjà un petit peu ouverte ne montre pas un plus grand intérêt et dise, bon bah ok, même si c'est qu'une théorie, on va essayer d'avancer. Non mais surtout, je pense qu'il le prend pour un moins que rien. Oui, Samuel, il lui dit, t'es maître ou t'es pas maître? Bon bah t'as pas accès à la bibliothèque, ok, next. Et ensuite à la fin il lui dit, bon bah tu me nettoies tout ça s'il te plaît, et il se casse. Vraiment, c'est un troufion pour lui. Samuel, il s'en fout complètement. Ça reste ça reste un scientifique. Pour moi, un récit ça a pas trop de valeur pour lui, mais comme il le dit, il comprend le cheminement de Sam puisqu'il commence à bien le connaître, et il lui dit, je te crois, mais à côté de ça, la menace, en tout cas comme elle est décrite par Sam, pour lui j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop éloignée, mais ça reste un scientifique quand même. Les maîtres, ils ont besoin de faits. Oui, mais effectivement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, il arrive avec un récit qui est bien construit, mais le mec pourrait dire, ok, c'est du bullshit. Ouais, tout ce que t'es en train de me dire, c'est faux. Ok, t'as pas tué un marcheur blanc, en fait. Tu me dis ça pour accélérer ta formation, alors qu'en fait, c'est faux. Et j'imagine que le mec, c'est un vieux de la vieille, et qu'il en a vu des gars qui voulaient, justement, peut-être passer outre certains trucs. Et puis, rappelez-vous que la garde de la nuit, ils considèrent un peu comme maintenant, en anglais, des mendiants, quoi. Ils sont tout le temps en quête de gens pour... Ils récupèrent des armes, voilà, pour peupler le mur, ils sont en quête d'argent, donc, ils ont pas une très bonne réputation en ce moment, en tout cas. Ouais. Ketrus, tu voulais réagir? J'ai vu lever la main, mais... non, j'ai indiqué. Je vais devoir trouver une réaction. Ah, pardon. Mais non, ouais, enfin, moi, je pense qu'il faut pas tirer trop de conclusions sur la relation entre ce maître et Samuel, et que ça va perdurer, en fait, dans la saison 7. Moi, je m'y accroche. Franchement, je m'y accroche. Parce que pour moi, excuse-moi, juste 3 secondes, Hello. Dans l'épisode précédent, j'insiste vraiment sur le fait qu'à mon avis, la source de beaucoup des problèmes vont être résolus à la citadelle. Ouais, on va en parler en théorie crafting parce qu'il y a eu justement pas mal de théories sur le net par rapport à ça. On parle pas maintenant des livres qu'il y a. On en parlera en théorie crafting. En fait, il y a des mecs sur internet qui ont vu des trucs et tout, donc on va en parler après. Est-ce qu'on peut revenir juste sur le personnage qui tend la main
Ah oui. Alors ça, justement, enfin, je l'ai écarté de mon truc parce que je trouve ça inintéressant. Fallait le replacer. Bon, c'est du time travel encore une, enfin du warping même, la façon dont c'était porté en 4 épisodes, plus rapide, non, plus lentement que Varys, bizarrement. Mais bon, lui, il avait pas de bateau. Bon, non, c'est même pas un spoiler, c'est clairement lui, c'est Jorah Mormont, que dans la saison 6, Daenerys avait envoyé pour se soigner. Donc Jorah Mormont qui est atteint alors je suis désolé, je connais pas la version française, mais grayscale, donc cette maladie de la peau dont était atteinte Shireen Baratheon. Non, les hommes pierres ou un truc. Voilà, les hommes de pierre, voilà, qui se propage sur la peau et qui rend fou la personne affectée. Et donc Jorah, qui est très 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 amoureux de Daenerys, a écouté son conseil, et je pense que comme c'était aussi un seigneur de Westeros, il savait que la citadelle c'était un endroit de science, de médecine. Pour l'instant, c'est pas une réussite, il a pas l'air d'aller mieux. Hein. Non, mais à mon avis, je pense qu'il est en quarantaine. C'est vrai que là, il est complètement c'est fermé, sans lumière, avec juste un accès, une espèce de trappe où on leur laisse la nourriture. Et donc Sam s'occupe donc de cette allée B9 de la citadelle dans laquelle. C'est pour faire une transition. Oui, non, bien sûr. Oui, non, c'est pour replacer le personnage. C'est vrai que en termes de scénario, c'est débile d'avoir fait ce qu'ils ont fait, mais c'est vrai que ça nous rappelle qu'il existe. Parce que beaucoup de gens, je pense, l'ont oublié. Est-ce que on va parler de 2-3 scènes en plus dont on n'a pas traité clairement, mais est-ce qu'on peut rappeler, faire un petit rappel de la situation des jumeaux Cersei et Jaime, clairement leur conversation sur la grande map qui vient d'être faite ou pas encore finie. C'est un rappel des faits, c'est pour remettre un petit peu le contexte, savoir où sont les alliés. Ils ont fait leur petit previously dans ce dialogue-là. D'accord, tout simplement, rien de plus à dire là-dessus. Avec le Enemies to the West, celui qu'on a entendu depuis des mois et des mois. Cette phrase, elle est méga stylée. Ouais. Dernière petite scène, parce que bon, c'est quand même l'intro, et puis on en a parlé un peu avec Arya et l'humanisation, la déshumanisation du personnage. Est-ce qu'on peut parler du personnage le plus badass de la série? Donc Arya, qui fait l'intro de Selon toi. Selon moi, oui, je le prends, je suis complètement d'accord avec moi-même. Rapidement alors pas sur la scène d'intro où elle incarne Walder Frey et elle tue tout le monde, mais juste sur la scène où elle rencontre une pop star en plein milieu de la forêt. Oh là là, tout ce foin mais tout le monde a gueulé. Quelle horreur. C'était fou. Non, mais juste voilà, la scène d'humanisation d'un personnage qui est en train de perdre son humanité, qu'est-ce qu'on en pense? Vers quoi ça va mener d'après vous? On se demande si elle va les tuer. Enfin, on se demande, elle arrive, elle a l'intention de les tuer, elle discute avec eux, elle se rend compte que c'est des pauvres gars qui sont sur les routes et que ils ont envie de rentrer chez eux. Enfin voilà, on sait pas trop ce qu'elle va en faire. On sait pas si elle leur pose des questions. Genre, vous avez fait quoi? Je pense qu'elle leur pose des questions pour les jauger, savoir si elle va oui ou non les tuer, je pense. D'accord. En fait, j'ai un peu enchaîné trop vite. Donc du coup, je m'offre une très belle transition vers le theory crafting, non, j'ai une bêtise, je suis complètement perdu. Je regarde rapidement mon conducteur. Non, ça, on en parlera effectivement au theory crafting. Je m'excuse, c'est moi qui suis allé trop vite. Knowledge is power. On passe donc au focus qui va être donc sur Dragonstone, et en même temps je vais prendre mes notes que j'ai pas préparées du tout, je suis désolé, c'est très très moche ce que je suis en train de faire. Donc Dragonstone, donc qui est donc le nom de cet épisode fantastique. Dragonstone, on va faire un petit focus dessus parce que effectivement on a une longue scène d'exposition en fin d'épisode avec Daenerys qui arrive enfin à l'endroit où elle est née, ou qu'il a vu plus ou moins grandir, on va dire ça comme ça. Je vais moi-même prendre le focus, la main là-dessus, puis si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas à me faire un signe pour me couper. Donc Dragonstone, c'est une île volcanique qui est située à quelques centaines de kilomètres de King's Landing, donc au nord-est, si j'ai pas de bêtises. C'est une île qui a un tout petit port et un grand château qui apparemment, et dans les bouquins c'est pas plus précisé que ça, mais qui ne fabrique rien, c'est-à-dire qu'il y a pas de denrées, il y a rien qui est fait. En fait, ils font que du commerce avec les îles aux alentours, avec Westeros. C'est précisé par Stannis qui s'en plaint. Oui, effectivement. Voilà. L'île a été fabriquée. Alors, pas l'île directement, mais au moins fondée. Voilà, le château fondé par les Targaryens il y a environ 500 ans. Alors difficile de parler de Dragonstone sans parler des Targaryens. Qu'est-ce qu'il y a? Les Targaryens qui ont créé le château, c'est des. Et bim. C'est quoi? C'est des Valériens. Des Valériens, pardon. J'ai dit Targaryens, je pense Valériens, autant pour moi. Donc en fait, quand les premiers Valériens sont arrivés sur Westeros, donc après le rame de Valyria, la disparition et tout ça, on y reviendra sur autre chose parce que c'est vraiment plus long que ça. Ils sont arrivés il y a environ 500 ans. Ils se sont d'abord installés sur cette île qu'ils ont forgée. Ils ont créé le château avec les dragons. Et ils se sont en fait pendant une centaine d'années renforcés.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre leur armée, faire venir des gens. Ils ont complètement oublié ce qui va devenir les cités libres parce qu'ils étaient sous la domination des Valériens. Et un siècle plus tard, après leur arrivée, en fait, ils vont commencer à se dire, ce grand continent qu'on appelle Westeros, Westeros, ce serait cool qu'il soit à nous. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à monter leur dragon, donc comment il s'appelle, Aegon, c'est ça? Je suis sur un doute. Aegon et ses deux sœurs, femmes sœurs, qui les a épousées les deux. Qui les a épousées et qui l'a épousée, et donc ils vont commencer à leur domination sur tout Westeros grâce à ça. Après la rébellion de Robert, donc qui libère Westeros des Targaryens, il va prendre lui donc le Donjon Rouge, King's Landing pour lui, évidemment c'est le roi, et il va donner Dragonstone à son frère Stannis, qui originellement chez les Targaryens, les Valériens, va devenir en fait la maison du prince héritier. C'est-à-dire que le roi lui s'installe effectivement à King's Landing et envoie son fils, son premier héritier en fait, sur Dragonstone pour le protéger finalement, que s'il y a un assassinat, s'il y a quelque chose, en fait, lui est toujours safe sur sa petite île et pourra prendre sa suite. Et donc voilà, donc quand Robert arrive, perpétue un peu cette tradition et se sert un petit peu de cette tradition pour éloigner Stannis avec qui il s'entend pas du tout, et il donne effectivement Storm Hands à son plus jeune frère. Ce qui va vraiment énerver Stannis parce que lui voulait avoir la gestion du royaume. Renly. Renly, merci. Qu'est-ce qu'il y a à dire de ça? Dragonstone, c'est un des châteaux finalement qui est pas le plus gros de tout Westeros parce que limité par sa taille, par la taille de l'île, mais c'est un château les plus forts dans le sens les plus imprenables. Le château le plus imprenable parce que c'est une île entourée d'eau, par logique, et finalement pour essayer d'aller sur Dragonstone, pour essayer de prendre la cité, c'est quasi impossible. Non seulement il faudrait une flotte complètement folle, t'es grillé à 30 000 kilomètres. et il faudrait réunir cette flotte sous les tirs des catapultes, sans compter les dragons à l'époque, et pour essayer de prendre tout ça. Oui, Hello, tu voulais réagir? Oui, et surtout à l'image des épées valériennes qui sont les meilleures épées, les designs des châteaux valériens sont les meilleurs design de château. Clairement. Donc c'est aussi un peu ça qui fait qu'il est plus difficile à prendre, c'est que le design de château est très poussé, cool. quoi. Ouais, il est pas aussi classique et simple que les châteaux justement qui ressemblent à ceux qu'on a en Europe. Très sophistiqué. Voilà, avec Douve et compagnie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Il y a lors de on le voit dans la série. Alors dans le bouquin, c'est différent par rapport à Ser Loras qui va essayer de libérer de capturer Dragonstone, puisque là dans la série j'ai un doute sur la façon dont ça se fait. Je crois que c'est Stannis juste... qui s'en va. Stannis s'en va, Cersei envoie quelques bateaux reprendre le reste, mais on n'est même pas sûr que ça se passe dans la série. Ouais, non. Alors que dans le bouquin effectivement ça se passe comme ça. Stannis s'en va, il laisse une petite garnison avec un mec qui s'appelle Sir Roland Storm pour gestionnaire, gérant de Dragonstone. Et dans le bouquin, Cersei veut Dragonstone, elle veut cette île, elle veut ce château, et elle envoie en fait des soldats se casser les dents littéralement contre les falaises, et elle veut continuer ça, et Ser Loras lui dit écoutez, moi ce siège va prendre des mois, et moi je vous prends en 2 semaines grosso modo, et il s'en va prendre ce château. Il le fait littéralement en 2 semaines. Il se fait juste tirer dessus, il prend des épées et il se fait brûler par de l'huile bouillante. Et en fait, dans le bouquin, Ser Loras n'a pas du tout cette même histoire. Il n'est pas capturé par le Grand Moineau. Il est lissé pour mort. Alors on ne sait pas s'il est encore mort. Ouais, grand brûlé, quoi. Il est grand brûlé, il n'est pas encore mort. Il était très beau et là. Mais voilà. Et je voulais juste dire, excuse-moi, je te coupe pas, que une des raisons pour lesquelles Cersei veut aussi Dragonstone dans son règne dans le bouquin, c'est parce que c'est un des meilleurs avant-postes pour la Narossi. Et donc tout ce qui est marché avec Braavos, avec Pentos, une ville qu'on voit uniquement dans la saison 1 quand Daenerys part avec Khal Drogo, et toutes les villes du sud dont on parle mais qu'on voit jamais, Lys, genre de choses, Volantis et tout, c'est un avant-poste super important parce qu'en fait tu dis que c'est à une centaine de kilomètres, oui, mais c'est à l'embouchure du même fleuve. Oui, du de coup, l'Anera, oui. Tous les bateaux passe d'abord par Dragonstone, ce qui est très bizarre par rapport à ce qu'on voit dans la série, et arrive à King's Landing Port-Réal après. Du coup, ça avance de beaucoup de milles nautiques et physiques, tout ce qui est échange, genre de choses. Et c'est capital. Oui, c'est vraiment un point stratégique assez fou. Ouais. Hello, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi je trouve ça fou comment dans cet épisode on nous montre Dragonstone comme si on n'y était jamais allé. Ouais. Oui, en fait, c'est vrai.
pendant ça a été quand même le théâtre de toutes les opérations de Stannis de la saison 2 à 4. Donc on a vu la salle de stratégie, mais on n'a jamais vu la salle du trône, on n'a jamais vu on a vu que la plage, on a vu la prison, on a vu mais en fait là on nous le présente comme si on l'avait jamais vu quoi. Et c'est ça a juste été un théâtre avant et là on la redécouvre l'entrée avec les deux gros dragons. Enfin il y a plein d'endroits que moi je me souviens pas avoir vu dans la série en tout cas. Non, c'est vrai qu'on les a vus, la salle du trône, elle pète de ouf. Ah, le trône est formidable. Ouais. Il est complètement je veux un trône comme ça chez moi. Et je pense que c'est plus des problèmes de réalisation en fait. Pour du fait qu'on le voit que maintenant. Oui. Qu'on voit tout maintenant. On redécouvre Dragonstone parce que c'est vraiment essentiel en fait. Ouais, clairement. Après perso, je pense et je me doute si c'est pas un peu expliqué dans les bouquins que Stannis tout le côté trône machin, c'est pas son truc. Et que il sait très bien que, enfin, c'est comme quand c'est pas étonnant qu'il aille pas dans la salle du trône. Quand tu sens que t'es pas chez toi, ce mec, il a passé des années à être un endroit qu'il déteste au plus. C'est lugubre, il y a pas de terre arable, il y a pas de peuple, il y a pas il y a rien. Et c'est vraiment, pour lui, c'est non seulement, tu l'as très bien dit, c'est la punition. C'est pas lui qui aurait dû être là. Il considère ça une injustice et une humiliation. Clairement. Et c'est beaucoup décrit dans les bouquins. Moi, je me rappelle vraiment de cette sensation dans les chapitres de Stannis où il n'aime pas du tout ce château. Il est pesant, lugubre. Alors que là, c'est vrai qu'on nous le montre là, un jour déjà. C'est comme si lui s'en était toujours plein. Et là, Daenerys, elle est ravie. Pourquoi elle est ravie? Parce que c'est là qu'elle est grandie. C'est là qu'elle est née. Alors, elle est née là, mais elle a pas grandi. Elle a pas resté longtemps. C'est là où elle s'est enfuie lorsque elle est née pendant la tempête sur Dragonstone. Mais c'est l'endroit, on va dire, c'est un peu qui fait un ensemble de la culture valérienne. Exactement. C'est stratégique. Je reviens sur un point où tu disais effectivement où on voit, enfin c'est un côté le trône et le fait que Stannis ne règne pas finalement, n'est pas quelqu'un qui aime régner ou ce genre de choses, ou en tout cas Dragonstone. Mais en fait on fait un parallèle assez simple. Dragonstone règne sur quoi? Sur rien. Il y a quelques petites maisons qui dépendent de lui, mais finalement, la salle du trône, on peut facilement imaginer qu'elle est jamais utilisée, en fait. Elle est là pour décorer, pour dire qu'il y en a une, parce que c'est quand même un château important. Mais finalement, c'est pas comme à King's Landing où il y a une file interminable de paysans qui viennent voir le roi pour essayer de faire des doléances. Là, t'as rien du tout, je pense. Oui, Kétrus. Et même d'ailleurs, dans la scène, dans la fin de l'épisode 1 de la saison 7, justement, Daenerys s'assoit pas sur le trône, en fait. Non. Elle passe devant, elle l'ignore complètement. Enfin, elle s'arrête un tout petit peu et elle passe directement dans la salle stratégique. Genre, ça, c'est pas mon trône, moi, je veux... Marc. Oui, pour moi, le résumé, c'est que Dragonstone, en fait, c'est le premier château fortifié installé donc par cette fratrie, et ça a toujours été un château pour se défendre et pour ensuite mener une attaque, pour régner. Ils ont ensuite construit King's Landing, qui était beaucoup mieux situé, etc., etc. Ok, autre chose à rajouter sur Dragonstone, Père Dragon, ou pas du tout? On passe du coup au théorie crafting. Les spoilers sont levés. Si vous avez peur de vous faire spoiler ce qu'on va dire, et si tout ce qu'on peut inventer comme théorie fumeuse, vous pouvez nous quitter là, et on vous dit au revoir, à la prochaine. Pour ceux qui sont restés, merci à vous. Restez là. Ah mince. You know nothing, Jon Snow. Ok, séquence théorie crafting. Qui veut ouvrir le bal? Allez, non, j'avais inversé dans ma programmation, comme j'ai lancé un peu le truc avec Arya, je vais lancer la main à Kétrus sur Arya. Justement, tu voulais en parler rapidement. Oui, justement, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport au limier. Qu'est-ce que va devenir Arya? On nous la montre de plus en plus badass, un peu trop badass, en fait, un peu trop puissante. Oui. Et ça, c'est un vrai problème. Je crois j'en avais déjà parlé aussi. Peut-être pas pour elle, mais non, t'en avais pas parlé pour Samuel. Ouais, dans le pilote, ouais. Qu'est-ce que tu fais d'un personnage comme ça, en fait, qui peut tout faire? Parce que franchement, elle se téléporte, elle se maquille en n'importe qui, elle tue des gens comme elle veut, elle en fait des tourtes, elle l'égorge. Enfin, je veux dire, c'est un super bon cuisinier. C'est un super bon cuisinier, quoi. En fait, ça pourrait être dans le MCU presque. tellement elle est puissante. Cette scène avec ce chanteur qui a fait beaucoup parler de lui, comment Ed Sheeran, c'est ça? Ed Sheeran. Ouais. Je savais même pas qui c'est. C'est la honte quand on m'a dit oh c'est lui. Pareil, j'ai pas capté. Je vois c'est un roux qui chante. Petit blond. Ouais, mais c'est un personnage qui chante, donc lui il sait chanter. Moi je. Oui, bon, on va pas revenir sur cette polémique, mais c'est marrant. Bref, donc cette scène dont on parlait tout à l'heure et dont tu as commencé à parler, Hello, où elle rencontre des soldats Lannister qui sont venus un peu sécuriser les alentours du château des Frais.
après justement l'assassinat global de masse par Arya. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, c'est rigolo, j'ai vu des gens faire des compteurs de morts en fait pour la saison 7. Tout le monde est à 0, Arya elle est à 40-50. Donc elle est bien au-dessus. Alors moi cette scène, je la vois vraiment comme une façon justement de questionner un peu cette descente aux enfers d'Arya, parce que quand tu la vois arriver avec ces soldats Lannister, tu te dis elle va les fumer en fait. Elle va arriver, elle voit, il y a son regard qui se pose sur les armes posées bien au loin. Elle a Dar en français, je sais même plus. C'est Dar. Needle. Mais je crois que c'est Dar, non? Non, Dar, c'est dans le Pardon, c'était sur un autre podcast. Et tu la vois et tu te dis ça va basculer. Et là en fait les soldats commencent à parler vraiment en fait de leur vie qu'ils ont de leur vie pourrie déjà. Qu'en fait c'est des gens de peu qui font ça parce qu'ils ont besoin d'argent ou qu'ils ont été forcés. Cette saison, pour entendre un petit peu la vie d'un soldat de base dans Game of Thrones, alors que pourtant ils vivent des trucs horribles. Dans les bouquins au quotidien. Non mais faut se souvenir un petit peu des troupes de Stannis quoi. Enfin c'est vraiment. C'est de la chair à canon. Ouais, c'est vrai. Et donc en découvrant un peu chaque histoire et surtout ce soldat qui va avoir un enfant qui sait pas d'ailleurs si ça va être une fille ou un garçon, pour moi c'est justement pour peut-être faire pour un peu tu vois museler la puissance d'Arya. Alors est-ce que ça va être vraiment le cas, je suis pas sûr, mais t'as l'impression que justement c'est fait pour un peu tempérer ça. Tu la vois boire, tu la vois rigoler. Ouais. Donc ça veut dire que la kryptonite d'Arya c'est l'origin story, c'est ça? C'est l'amour. C'est genre non, arrêtez d'être sympathique. C'est l'amour. Je ne veux pas savoir qui je vais tuer, bordel. Non, si elle veut puisqu'elle leur pose des questions. Hein. Oui. Ah donc toi t'es du côté qui pense qu'elle va les tuer. Non, je pense qu'elle va pas les tuer justement. Elle leur pose des questions. Et alors, vous venez d'où? Et vous avez fait quoi? Elle veut vraiment en savoir plus sur eux. Je pense que c'est pour s'intégrer, mais. Et je sais pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, on est quand même dans Game of Thrones, hein, faut pas oublier. Donc en fait, cette séquence un peu bisounours, glamour, où elle rigole en disant qu'elle va tuer Cersei, et tout le monde est content et tout le monde boit de l'alcool et c'est génial. Est-ce que justement dans l'épisode 2, ils vont pas nous montrer les soldats morts, ou est-ce qu'elle va se faire passer pour un soldat pour s'infiltrer à King's Landing, etc. Donc leur piquer leur armure, etc. Ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'elle va continuer en fait son espèce d'épopée meurtrière et pour aller tuer Cersei. Et je pense qu'elle va le faire d'une certaine façon. Et pour ça, je reprends la scène avec Jaime et Cersei sur la carte où des gens, des fans ont remarqué qu'en fait Cersei était sur l'endroit de la carte qui s'appelle The Neck, donc le cou en français, et Jaime est sur une partie qui s'appelle The Fingers, donc la main, les doigts. On rappelle que normalement elle doit être tuée par un Valonqar étranglé. Et oui, notre épisode précédent. Bien sûr. C'est ce que j'avais dit, donc j'ai gagné mon point Whisperos. Et là, du coup, je reviens à Arya. Et est-ce que le petit twist qu'on aurait, est-ce que ce serait pas Arya sous les traits de Jaime qui tuerait Cersei? Parce qu'on rappelle Arya est aussi un Valonqar. Ça veut dire qu'elle aurait tué Jaime avant, qu'elle lui aurait pris son visage et qu'elle aurait pris son forme. Est-ce qu'ils sont obligés de tuer pour prendre le visage? Ouais, je crois. C'est expliqué comme ça. Je pense que c'est l'unique règle du. C'est truc, non, voilà. Je crois. Alors ouais, non. Alors du coup, ça fait. Mais j'aime beaucoup cette théorie. Hein, mais voilà, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, je sens un petit twist comme ça, peut-être. Et ce qui rejoindrait en fait finalement les 2 sur 3 théories qu'on avait faites la dernière fois, où on disait que c'est toi Hello qui disait que le Valonqar pouvait être une fille aussi, que c'était pas précisé en termes de sexe, et que ça pouvait être Arya parce que Jon l'appelait tout souvent petite sœur. Petite sœur, ouais. Et finalement, ça rejoindrait aussi la théorie que c'est Jaime qui la tue sous ses traits, parce que c'est le petit frère. Oui, puis parce qu'elle pense que ça va être Tyrion, et on sait bien que ce sera on sait pas sûr lui. que ça va pas être lui, quoi. Ouais, j'aime bien cette théorie pour l'idée. Et oui, vas-y. Oui, Marc. Non, je trouve que ça c'est très mignon. Et que un personnage qui s'engage dans une voie aussi dangereuse dans Game of Thrones. Je pense qu'Arya va mourir un moment ou un autre. Ah bah oui. Ça m'étonnerait vraiment qu'elle réussisse à checker toute sa liste et ensuite aille dans une ferme et finisse ses jours. Ah non, c'est impossible. Donc elle est obligée d'avoir une fin crash. Arya Ingalls. Je m'attends à une fin un peu plus abrupte pour Arya. On entend le vin qui coule dans le. C'est de l'eau. Dans les verres. T'as dit qu'il n'y avait pas de vin. C'est de l'eau. Ah si, j'ai dit que j'avais du vin de Walder Frey. Ah oui, ouais. Attends, on continue, Kitrus, oui. Ouais, donc je sais pas si d'autres personnes voulaient réagir là-dessus. Non. Et je voulais juste rajouter sur Arya et développer un peu dessus. En fait, dans le trailer de l'épisode 2,
que du coup j'ai regardé pour vous, alors que je le fais jamais. On voit un loup gris, et moi je pense que c'est Nymeria. En tout cas, c'est à peu près la vie d'Internet, et Internet, vous savez, ne se trompe presque jamais ou presque toujours. Ça dépend par où on regarde. Donc, est-ce que Arya va retrouver Nymeria? C'est pas impossible parce que Arya est pas complètement dans les conflans. Elle est un peu au-dessus, mais elle va forcément traverser les conflans pour aller à King's Landing, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas beaucoup développé dans la série, parce que je rappelle que Nymeria, on ne la voit que dans la saison 1. C'est le loup d'Arya. C'est le loup d'Arya, pardon. On la voit que la dernière fois qu'on le voit, c'est dans l'épisode 3 de la saison 1, où en fait elle attaque Joffrey et après elle s'enfuit. Oui. Et on n'en entend plus parler. Mais dans les bouquins, chers auditeurs qui n'ont pas lu les bouquins, Nymeria, on la voit plusieurs fois à travers les rêves d'Arya. Oui. Parce qu'effectivement, tous les stars sont liés à leur loup, c'est important. Ouais. Et effectivement, elle fait des rêves où elle est dans une meute. Exactement. Donc en fait, Arya rêve de Nymeria, qui conduit une grande meute de loups à travers les conflans. On a même des épisodes où en fait, elle aide Tully à s'enfuir, attaqué par des chevaliers, des soldats Lannister, ce genre de choses. Et voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle va retrouver Nymeria? Est-ce qu'elle va repartir avec elle? Moi, je pense pas. Je pense que peut-être que ça va être juste des choses opposées. Est-ce qu'ils vont nous faire ou un rêve peut-être? Voilà. Est-ce que Nymeria va pas apporter cette once d'humanité qu'elle avait perdue? Faut voir, hein, parce que dans les bouquins, c'est vraiment des bêtes féroces. C'est des bêtes féroces. Et d'ailleurs, c'est extrêmement bien écrit. En fait, c'est très difficile de comprendre quand on lit les livres qu'on a affaire au personnage qu'on connaît dans la peau du loup. C'est très bien et écrit, petit à petit, en fait, on comprend. Et même le personnage, lui, ne le vit pas du tout comme étant lui dans la peau d'un animal. Il le vit comme étant un animal. Et avec en fait une genre de conscience très éloignée de ce qu'il est en train de faire, et il a quand même la satisfaction, par exemple, quand le loup part à la chasse, etc. Et c'est un peu plus tard, plus ils font des rêves, plus ils commencent alors, les deux personnalités commencent à s'associer, c'est hyper cool. Ouais, j'avoue. Ok, quelqu'un avait rajouté quelque chose sur cette théorie? Non, on va passer à la suivante. Je vais redonner la parole à Marc, et c'est un truc qui m'excite beaucoup. De quoi on va parler maintenant, Marc? On va parler de Euron. Chanteur des années 80 avec son costume de cuir sur un bateau, normal. Alors, de quoi j'ai parlé tout à l'heure? J'ai parlé de Euron le capitaine, j'ai parlé de Euron le roi, Euron le fratricide. Maintenant on va essayer de deviner quel est le fameux cadeau dont il parle à Cersei. Alors je reviens un petit peu en arrière. Donc on sait qu'il a accumulé énormément de richesses en parcourant la terre entière connue. Ouais. C'est ce qui est précisé dans le livre. On sait aussi qu'il peut très bien jouer le rôle de l'homme pieux, hein, pour essayer justement d'accumuler des supporters au moment de son élection. C'est la scène où il fait un semblant de de baptême en fait avec Damphair. Et deuxième, je tourne mon petit papier, j'essaie de me souvenir de tout ça. Ah oui, et puis le truc le plus important, je pense, c'est qu'il fait une genre d'inception en fait à tout son peuple, dans l'idée que les îles de fer peuvent retrouver en gros leur gloire d'antan et redevenir en fait cette force de frappe et cette menace à travers tout le Westeros, et que grâce à lui, si on le suit, eh bien ils vont conquérir tout le territoire. Et donc pendant son exil. Alors l'exil qui est décrit dans le livre comme étant une conséquence en fait de la rébellion de son frère. Pour pas parler d'un autre personnage qu'on ne voit pas dans la série, je vais pas donner d'explication autre que son exil, sauf si vraiment vous êtes tous dis-nous tout. Dis-nous tout, Marc. Non, mais voilà, tout ce que je veux préciser, c'est que donc pendant son exil, encore une fois, il a navigué partout, et que d'ailleurs il a aussi violé partout. C'est un personnage quand même assez horrible et terrifiant, décrit dans les bouquins. Il a peut-être plus de bâtards que Robert. Et oui, c'est ça. C'est décrit, c'est vraiment cool. Et c'est quelqu'un de très vantard aussi. Donc il va pas hésiter effectivement à balancer moult anecdotes, etc. Et en tout cas, entre autres, il précise qu'il a navigué donc dans les eaux fumantes de l'ancienne Valyria, donc après le cataclysme. Et ça, c'est important. Voilà, puisqu'en gros, on en a parlé l'épisode dernier, Valyria est tombée et c'est devenu une zone un petit peu maudite qu'on voit
On la voit, hein. On voit dans la série. Ouais. On la voit dans la série. C'est vrai que c'est ce qui. Quand Tyrion Jorah et Jorah Mormont la c'est traversent. Malheureusement. Ouais. D'ailleurs, ils mélangent 2 endroits dans la série puisque on voit les hommes de pierre les attaquer. C'est ça? Oui, Ouais. absolument. Voilà. Donc, il a visité Valyria. Et là, j'en viens au cadeau de Ron à Cersei, un cadeau inestimable pour la nouvelle reine des 7 royaumes, des 3 royaumes tout au plus, c'est ça. Et là, il n'est pas question d'amour, malgré les illusions de Euron. En fait, il veut pas vraiment conquérir le cœur de Cersei. Je pense que c'est. Oui, il veut une reine. Il veut... Voilà, c'est un Bien faire-valoir. sûr, C'est un bien sûr. faire-valoir. Cersei est connue dans tout Westeros comme étant une des femmes les plus belles au monde, Puis les reines. etc. Oh En fait, ce qu'il cherche, en fait, c'est un pouvoir, en fait, capable de sceller l'alliance entre les Greyjoy et les Lannister. C'est que ça du jamais vu. Hein. Exactement. Et donc, comment asseoir, en fait, cette alliance Et ben, en gros, pour moi, ce que je pense, c'est que c'est une arme, en fait, capable d'anéantir les ennemis de la couronne. Comment il fait traîner. C'est clair. Et donc, les ennemis de la couronne, il y en a partout, comme on l'a vu, mais on va dire que nous, on sait, en tant que spectateurs, que la plus grande menace, c'est Daenerys et ses dragons. Et, et donc, ma théorie, c'est qu'il s'agit, en fait, ce fameux cadeau, en fait, il s'agirait d'une corne de dragon. Peut-être même la seule corne de dragon dans le monde. Une corne de 2 mètres de long, noire, sertie d'or rouge et d'acier valérien, gravé de glyphes. Tellement stylé. Donc déjà, un objet assez énigmatique. Dans le bouquin, il est ensuite nommé comme étant... Enfin, l'objet est nommé comme étant... Enfin, l'objet s'appelle Dragon Rider. Non, Dragon Binder, pardon. Ouais. Dragon Binder. Et cet objet serait capable, en fait, d'assujettir, de dominer les dragons. En fait, c'est un ancien artefact utilisé par les seigneurs dragons de la vieille Valyria, avant le cataclysme, pour contrôler leur monture. Mmh. Et donc, c'est cool. C'est Quand ultra même, cool. que cet objet existe. Et en fait, comment on sait tout ça Eh ben, souvenez-vous de la King's Boot, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. L'élection de voilà, Couronne de Sel. comment il a été élu roi. En fait, dans les bouquins, il fait tout ce que je vous ai dit, mais surtout, en fait, le moment décisif, ça va être le moment où il va amener cette corne et le moment où quelqu'un va souffler dedans. En fait, à partir du moment où en fait les supporters vont entendre ce son, en fait, tous les espoirs d'achat de prétendre au trône vont s'effacer. Oui, Au surtout s'envoler. que avant ça, je te coupe une seconde. Vas-y. Avant ça, en fait, Asha a vraiment le pouvoir sur les gens. En fait, on sent dans le bouquin qu'elle va être prise pour reine enfin, elle va avoir la couronne de sel, quoi. Parce que Clairement. l'héritière légitime. Alors je vais juste faire mon petit relou. Dans la série, il l'appelle Yara. Oui, c'est Yara, Oui, ouais. Ah, Ouais. oui, Juste c'est pour vrai. ne pas confondre et Ah qu'il oui, passe c'est pas vrai. la Il y a deux Whitening, achats. C'est la vrai. sauvageonne. Au chat. Voilà. Et donc, c'est après avoir entendu le son de Dragon Binder que tous les supporters, en gros, vont rejoindre Euron. Et ce son est décrit comme le cri de milliers d'âmes. Et l'écouter, c'est sentir ses os et sa chair s'enflammer. Ouais. Ça, D'ailleurs, l'homme qui souffle dans la corne, tout de suite après, en fait, il va tomber dans les vapes. Il sera décrit les lèvres gercées et son tatouage ensanglanté. Et d'ailleurs, il mourra le lendemain. Car en fait, les fameux glyphes qui sont gravés dans la corne sont traduits par un personnage qui n'a pas été introduit encore dans la série, un autre prêtre rouge. Et je vais vous les lire maintenant. Donc, sur la corne est écrit: je suis dompte dragon, nul mortel ne peut me sonner et vivre. Sang pour le feu et du feu pour le sang. c'est stylé de ouf. On appelle ça une menace hein, chez moi. Clairement, Mais, clairement. Exactement. C'est-à-dire, Et dans- Donc, Daenerys, elle a des Mirage 2000, et puis eux, ils ont l'arme nucléaire, quoi. et comment ramener un équilibre entre les dragons qui défoncent tout et les pauvres peuples? Donc toi, tu penses qu'un truc aussi gros, à la fois physiquement et scénaristiquement, peut être amené après avoir été présenté le personnage? Au vu de la confiance du personnage à s'allier avec le camp des perdants, il y a de Franchement, fortes chances. Franchement, je pense pas. Moi, Non plus. je suis Sachant vraiment... que ça n'a pas été introduit dans la série, Mais ouais, ça me paraît c'est- difficile de En fait, l'amener. ce serait vraiment le pouvoir de Dieu qui j'adorerais. arrive d'un coup, en fait. Et surtout, J'adorerais. scénaristiquement, dans la série, ce serait mal amené, en fait. Moi, je me contente de l'envie de tous ici autour de la table de le voir. Et donc, On a pour moi, tous moi, envie, j'ai vachement mais... envie. je pense que les auteurs de la série vont envie de faire plaisir aussi aux lecteurs. Donc, je suis pas sûr.
Eric? Après, juste pour compléter par rapport, enfin, je me corrige moi-même. Je dis que ce serait amené trop tard, mais on a bien vu, alors je sais plus dans quelle saison, mais par exemple les personnages de Mira Reed et de Jojen Reed arrivent beaucoup plus tard dans la série que de leur version des bouquins. Donc pourquoi est-ce que Ouais, mais c'est pas enfin, ils changent pas C'est pas un game changer. Voilà, quoi. j'allais dire en français. C'est pas un game changer de jeu scénaristique, quoi. Changeur des jeux. Ça fait pas balancer, enfin, contrebalancer le poids d'une bataille ou quoi que ce soit. C'est juste dire, ok, scénaristiquement, c'est plus intéressant de les amener maintenant. Là, ce serait vraiment dire, enfin, t'imagines le truc dans le prochain épisode, ils amènent ça et c'est dire, ah, ok, bah, Daniel, j'avais ça dans ma poche depuis le début. Non, pas forcément. Ketris? Alors moi j'aime beaucoup cette théorie parce que elle me fait grave kiffer et que cette corne elle est tellement badass que tu la veux et tu veux l'acheter sur eBay tout ça. Mais le problème c'est qu'on est quand même vachement dans la low fantasy. Est-ce qu'ils vont, et là c'est vraiment c'est ultra fantasy quoi. Ouais. Alors en même temps la saison 7 et la saison 8 à mon avis c'est là où tu vas avoir la montée de la fantasy avec les marcheurs blancs, avec les dragons, etc. Mais même si j'adore cette théorie, moi j'y crois pas trop dans la série. Ouais, je pense que je pense que plutôt ce que Euron veut lui rapporter, c'est la tête de Daenerys ou son frère ou enfin Tyrion, ce genre de choses. Quelque chose un peu plus terre à terre, un peu plus pragmatique et moins onirique, mais je veux pas regarder ça. Moi. Dans le bouquin, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble justement que Euron, quand il se fait élire, il part voir Daenerys. Ouais. Alors en fait, je voulais pas parler de son frère, puisqu'en fait il y a un autre frère qui s'appelle Victarion, qui est un personnage extrêmement important et extrêmement cool, qui a droit à ses propres chapitres dans les livres. Et en fait, c'est encore une fois, on reparle du phénomène de plusieurs scénarios pour un seul personnage. Effectivement, normalement, Euron part rejoindre Daenerys pour l'épouser. Voilà. Il veut devenir en gros le roi, quoi. Ça. Et pour ce faire, il donne effectivement la corne à Victarion. Et Victarion, lui, a pour justement mission d'apprendre à s'en servir et à commencer en fait cette politique d'extension en fait et de menace des îles de fer. Et d'ailleurs, il y a des mouvements militaires un peu maritimes excellentissimes dans le bouquin. J'espère qu'on va les voir plus tard dans la série. D'accord. Ok, grosse théorie. Hein. Franchement, ça c'est un truc tellement fou, mais j'y crois pas. Je pense effectivement qu'il va aller attaquer directement l'armada de Daenerys et qu'il va tomber contre son neveu et sa nièce et qu'il va les péter. Comme dirait un personnage d'un film, bonne chance. Non. Ike, reprends la main. Tu voulais nous parler du limier. Tu voulais reprendre la main sur ça. Alors en fait, la scène préférée de Ketrus, c'est la moitié de ma théorie. Mais en gros, ce qu'il a dit en 2 phrases, c'est que, voilà, je condense tout ce que tu as pu dire jusque-là, que l'arc narratif du limier va vers l'héroïsme. Donc là, on avait un connard, et là, on a vraiment un personnage qui va vers l'altruisme, la lumière, littéralement. Le prophète. L'altruisme. Oh, peut-être pas, il y en a. moi, je parlerais plus de champion. À l'image de j'ai oublié son nom, excusez-moi, Stannis pour la sorcière rouge Mélisandre par exemple. Alors Vas-y. Ce que je veux dire en fait en intro là-bas, c'était je prétends pas connaître comment fonctionne le R'hllor là, le Seigneur de la Lumière, parce que clairement chaque prêtre rouge interprète totalement personnellement les messages et les visions qu'ils ont. Donc je ne veux pas essayer de les décrypter, parce que même avec tous les bouquins, même avec tous les chapitres et toutes les scènes dans la série, je n'arrive pas à savoir comment ça fonctionne. Donc je pars vraiment sur mes théories les plus stupides, on va dire. Et pour moi, tout porte à croire que Beric, donc qui a vécu ses vies, arrive à la fin de son bail et que R'hllor veut un nouveau proprio. Et il se dit que voilà, faudrait peut-être changer de locataire. En l'occurrence, les conversations justement excusez-moi, Beric et le limier, ça crée un vrai déséquilibre entre une personne qui n'arrête pas d'être choisie pour être ressuscitée et qui en a marre et qui perd chaque résurrection un peu plus de sa personnalité, de sa bonté, de son âme, tout ça. Là, franchement, je pense que si on était au même niveau dans les bouquins, déjà il aurait pas la tête qu'il a, Beric Dondarrion, et il aurait pas la même
comment dire, dans les livres, il est décrit comme vraiment un peu, zombie. Enfin, il est plus violent. Bref, il a plus du tout l'honneur qu'il pouvait avoir dans les premiers chapitres. D'ailleurs, je rappelle que Beric Dondarrion est un ami de longue date de Ned Stark. Et il partage beaucoup de valeurs. Ouais. Je dirais que c'est un ami de la famille dans des grandes lignes, mais voilà, ils ont cette espèce de loyauté, de bonté innée qui fait que déjà Ned il meurt parce qu'il est trop bon, et de l'autre côté Beric Dondarrion décide de passer sa vie à sauver la veuve et l'innocent et l'orphelin et l'innocent aussi dans les Riverlands pendant la guerre et après la guerre. Donc voilà. Des bois. Exactement. D'ailleurs, il y a Tom of Seven Strings qui est archer et qui représente tout à fait ce rôle-là. Et donc de l'autre côté, tu l'as bien dit tout à l'heure, un arc narratif positif qui va vers la lumière pour le limier. Alors, tu parlais des flammes. Effectivement, pour moi, les flammes sont vraiment une espèce de porte d'entrée dans la religion. Et clairement, déjà le geste de montrer des flammes à une personne qui a peur du feu, et le fait qu'il franchisse cette peur, qui surpasse cette peur, c'est clairement un pas dans la religion. Alors peut-être pas dans la pratique, mais en tout cas dans la croyance de l'existence. De toute façon, je pense que l'existence, il l'avait déjà en voyant le mec revenir 2 fois la vie, une fois tué par son frère, une fois par lui-même. Et du coup, moi ma théorie c'est que Beric, qui donc arrive à la fin de son arc, là il a rien à faire, il a plus rien à faire, va donc devoir ou choisir de se sacrifier au profit du limier, qui lui exprime de plus en plus un désir de faire le bien. Bon, même s'il le dira jamais en toutes lettres, mais Beric il est assez lucide pour le voir chez d'autres personnes, Tauros également. Et même si donc ce n'est pas un fidèle aujourd'hui du Seigneur du Feu, de la Lumière, peut-être que le Seigneur l'a déjà choisi en fait, en lui ayant donné accès aux visions. Ou alors est-ce que c'est Tauros qui par sa propre magie il a fait ça? C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dedans, je ne sais pas. Mais pour moi, la direction de ces 3 personnages, c'est Tauros qui va plus ou moins superviser le transfert de statut de champion choisi par le Seigneur de la Lumière, quoi. Donc pour moi c'est ça, il va pouvoir se sacrifier à son tour pour l'humanité, peut-être en se battant contre le Nine King ou n'importe qui d'autre, en prenant la vie de Beric. Ketrus? Ouais, moi j'adhère complètement à cette théorie. Et je pense que ça va se passer à Fort-Levant. D'accord. Ouais, complètement, oui. Ouais, on a vu les trailers avec une baston qui a moi je le vois très bien pendant la bataille, Beric mourir en fait. Héroïquement, je pense. Et le limier prendre sa place. Mais c'est surtout que, c'est précisé aussi dans les bouquins, je crois, mais la personne qui est ressuscitée n'est pas obligée d'être croyante du tout, en fait. Oui, non, elle peut complètement être une personne lambda, parce que... Mais surtout, la personne peut devenir croyante après, justement, s'en rendre compte qu'elle a été résurrectée. De toute façon, Jon Snow revient comme ça, et puis voilà. Ketrus. Et c'est marrant, parce que dans la série, ils s'amusent beaucoup à faire changer un peu d'alignement, en fait, comme dans les jeux de rôle, les personnages. Ouais. Tu vois ça avec, on l'a dit, Ekaria, avec le limier, un peu avec Jaime aussi. C'est pareil, je pense que Jimmy est toujours le même, c'est juste que notre vision du personnage change. Oui, c'est vrai que c'est la vision du personnage change. Mais même Sansa, tu vois. Aussi, dans Sansa, il y a quelque chose, il y a toujours cet équilibre entre le bien et le mal, et c'est pas le bien et le mal, c'est un peu trop caricatural, mais ils aiment bien, tu sens que Martin aime bien faire ça, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord et je valide cette, très fine analyse. Ouais, bien. On passe à la dernière partie du Theory Crafting. Miss Lady Elotu. Miss Lady. Miss Lady. Madame. Tu voulais nous parler des White Walkers. Ouais, parce que, en fait, c'est intéressant. Je vais vous saluer. En fait, il y a plusieurs actions qui en parlent. Et l'action, elle semble se reconcentrer un peu vers le mur. Enfin. Enfin. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que les White Walkers, ça fait 6 saisons qu'ils se baladent dans le Nord. On sait pas trop ce qu'ils font. Vraiment, on dit ils arrivent, mais tu sais, ils mettent beaucoup de temps quand même. Alors que tout le monde se téléporte. Eux, tu sais, vraiment, ils avancent pas trop. Là, on comprend quand même depuis qu'ils sont allés à Hardhome, depuis qu'ils sont allés à Durlieu, qu'en fait ils font grossir leurs troupes. Oui, à mesure que les Wildlings meurent, ils font grossir leurs troupes, donc c'est ce qu'ils font. Et peut-être qu'ils attendaient aussi que quelque chose se passe pour pouvoir se déplacer dans Westeros. Non, pas forcément l'hiver, parce que en fait, comment est-ce qu'ils vont passer ce putain de mur, les White Walkers? Parce que pour le moment, le mur est censé protéger Westeros.
Et il y a plusieurs personnes qui parlent de Fort-le-Vent et qu'il va s'y passer quelque chose. Il y a John qui envoie Tormund là-bas, il y a la vision du limier, il y a bon alors c'est pas exactement à Fort-le-Vent, mais on retourne au mur avec Bran qui arrive au mur. Donc voilà, il y a quand même, puis on voit quand même cette espèce d'armée des morts avec des géants, donc c'est quand même assez impressionnant. Elle commence à être vraiment très très inquiétante. Bran, il est à Château Noir, donc au milieu. Oui, il est à Château Noir, mais il est quand même au mur. Enfin, c'est-à-dire qu'il voilà, il y a plein de choses qui recommencent à se diriger vers le mur. Hein. Là, on se doute bien que les White Walkers, ça y est, ils vont vers le mur. Enfin, ils y vont parce que je pense qu'ils se sont vraiment baladés en. En fait, ils trouvaient pas la direction. Voilà, ils trouvaient pas la direction. Tout se ressemble. Et en fait, ce dont on parle assez peu dans la série, c'est de toute la magie qu'il y a autour du mur. Puisque le mur, il a été construit par Bran le bâtisseur, donc un des ancêtres des Stark, et qui a fait appel aux enfants de la forêt pour le bâtir et qui ont mis de la magie dedans. Cette magie, on en entend parler dans les livres quand Bran essaye donc d'aller au nord du mur et que Samwell le fait passer de l'autre côté. Il y a une porte magique que seuls les hommes de la garde de nuit peuvent ouvrir, parce qu'il n'y a pas que le mur qui est magique, mais aussi la garde de nuit, ils ont des pouvoirs. Il y a vraiment d'anciens mythes et légendes. Et ce mur, il est magique. Ce qui s'est passé aussi dans la saison d'avant, et je sais pas si vous vous en souvenez, c'est que il y avait aussi Cold Hand, qui pouvait pas passer ce mur justement parce que voilà, c'était un mort, c'était un non-vivant, et les non-vivants ne pouvaient pas passer le mur. Et dans les livres, il dit clairement que lui, il peut pas passer ce mur. Donc comment est-ce qu'ils vont passer ce mur ? Il y a 2 possibilités aujourd'hui. Première possibilité, c'est encore une corne magique. Oh là là, bah tiens, eh bien oui. On l'avait oublié celle-là. Puisque, pas seulement dans le livre, mais aussi dans la série, il y a la corne de Jorah Mormont. Je sais pas comment, Jorah Mormont, je sais plus comment on le prononce. Je parle pas danois, mais ça se prononce pas Nicolas. Donc d'après la légende, quand on souffle dans cette corne, ça réveille les dieux de la terre, je sais plus quoi, Les géants. tremblement de terre, les géants de la terre. Donc on imagine tremblement de terre et le mur s'effondre. Mance Rayder en parle à Jon dans la première saison. Hein. Il lui dit qu'il a cette corne et qu'il pourrait à tout moment faire tomber le mur avec. Dans les livres, on apprend quand même que c'était du bluff, puisqu'Ygritte lui dit on a fouillé toutes les tombes, on l'a jamais trouvée. Tormund le confirme, ils ont pas cette corne, donc on sait pas où elle est. Dans la série, il y a un moment, un espèce de petit instant où Samwell trouve du ver dragon dans les premières saisons, et j'ai revu effectivement l'image, et avec le ver dragon, il y a une corne. Ah. Donc, est-ce que c'est cette corne ? Où est cette corne ? En tout cas, cette corne, elle existe. On en a parlé dans la série. Donc, on l'a déjà introduite il y a longtemps, mais on nous l'a introduite. On en a vu une. Est-ce que c'est cette corne qui va leur permettre de passer ? On ne sait pas, puisqu'on ne sait pas ce que Samwell a fait de tout ça, en fait. Donc, on ne sait pas où ça c'est. Voilà, où il a rangé son ver dragon et cette corne. Donc, ça, c'est la première possibilité. Je crois qu'il le réenterre, non ? Je vais pas dire une bêtise. Ouais, il le trouve sur le point des hommes, et en fait, il réenterre tout ça avant de partir, ou un truc comme ça, je crois. Je crois. Dans la série, on sait pas ce qu'il en fait. En gros, il en a sur lui puisqu'il s'en sert pour tuer un White Walker. Et la deuxième possibilité, c'est la marque que le Night King a mis sur Bran. Dans l'épisode où Hodor meurt, dont tout le monde se souvient. C'est le 6-8. Et donc dans cet épisode, ce dont il faut se souvenir, c'est que ils sont dans la maison de la Corneille à 3 yeux. Oui, c'est ça. Corneille à 3 yeux. Et que cette demeure est sacrée, enfin elle est protégée par la magie, et les White Walkers ne peuvent pas venir. À partir du moment où Bran a la marque, ils peuvent débouler. Donc ça veut dire que la magie qui protège cette caverne, d'un seul coup, elle disparaît à partir du moment où Bran, qui est marqué, est à l'intérieur. Ah, et là, il vient de passer le mur. Et il faut se souvenir quand même qu'ils ont déboulé assez vite après le passage de la marque. Donc est-ce qu'ils n'étaient pas en train d'attendre que Bran passe ce putain de mur ? C'est une autre possibilité. Mais là, il va se passer quelque chose. Ils vont enfin arrêter de vagabonder dans le nord, et ils vont enfin venir, et ils peuvent passer donc de 2 façons différentes, puisque bon, ça fait 6 saisons et des siècles et des siècles et des millénaires qui sont retenus par le mur. Là, il y a 2 menaces qui pèsent sur ce mur, et je ne sais pas laquelle. Ah, mais j'aime bien cette deuxième théorie, moi. Ouais. Marc, il aime pas. Moi, j'aime pas trop. Hein. Marc, il aime pas. Attends, si cette théorie est vraie, ça veut dire qu'en gros que à partir du début, enfin même en fait à partir de c'est la 3e scène de l'épisode 1. Mais il les laisse un peu s'évader. Tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger parce qu'il a passé le mur, et nous en fait donc la porte se ferme, et nous pendant tout l'épisode on ne les voit plus. Sam et Bran et Mira. Et du coup, en fait, le danger est là, alors que tout le monde est en train de je vais attaquer le dragon. Mais ta gueule, le Night King, il arrive. Parce que Night King, il se téléporte un peu dans la cave. T'as un caverne à partir du moment où il a la marque, Bran. Ouais. Oh là là, je me souviens d'un truc, là. Vas-y. Dans la série, à un moment, il y a cet opening, enfin, cette ouverture
hyper bizarre où en fait on voit l'assemblée un petit peu des White Walkers et du bébé. Ouais. Et à partir du moment où le bébé il est touché, il commence à se changer. Oh non, là, on est en train de penser que Bran est en train de se changer en White Walker. Non, je pense pas. Dans ce sens-là. Non, je pense que c'est pas possible. Ça Non, paraît trop mais gros. c'est bizarre. Ça paraît gros, ouais. Ça paraît gros. Ketrus, tu voulais réagir sur la théorie? Ouais, non, moi je suis sûr qu'ils vont passer le mur, je sais pas comment. Oui, ça on le Moi, sait de tous. ce que j'ai compris, c'est qu'ils passaient par les falaises, mais bon, ça peut être autre chose. Mais surtout, c'est pas une armée des morts lambda comme tu peux l'imaginer. Ils sont quand même contrôlés par, je sais plus combien ils sont, 5, c'est ça, des espèces de rois de la dieux, nuit, là. ouais, de king. Ouais. Mais ils ont forcément, moi j'ai l'impression qu'ils savent déjà comment ils vont le passer. oui, alors en fait, ils ont l'air déterminés là, Ils ont clairement. beaucoup galéré, donc. Mais il y avait une théorie assez sympa qui traînait, que j'avais entendue sur le net dans la semaine qui vient de passer là, où le mec parlait du sigil des White Walkers. Et en fait, sur leur armure, en fait, on voit un espèce Tu peux rappeler ce que c'est un sigil? Un blason. Oui. Pardon, excuse-moi. Le blason, Le le blason standard. des White Walkers. En fait, le gars, enfin celui justement qui amène le bébé, en fait, il en a un sur le torse qui ressemble à une flèche, Ah, ok. à une pointe levée vers le ciel. Et le limier en parle justement dans sa vision du feu. Ah. Il voit en fait cette pointe. Il parle d'une pointe qui lève vers le ciel. Une montagne en forme de pointe. On parle de la montagne en forme de pointe. Oui, alors Ouais. le gars fait peut-être une théorie, enfin un raccourci très très fort sur ça, mais dans l'idée en fait, il avait vu que c'était donc du coup une espèce de blason et que il y avait finalement une société comme une 8e grosse maison, je vais dire, qui serait au-delà du mur et qui pourrait appartenir au White. Non mais là sur C'est un Bran peu gros. et le Night King, il y a plein de théories fumeuses, on en a lu plein, des gens qui disent que comme il retourne dans le passé, aujourd'hui Bran il a pu influencer Bran le bâtisseur pour qu'il Ouais, construise ça c'est un le peu gros, mais mur. pourquoi Ça, pas. alors, que- ça, moi j'y crois à fond. hein. Que aujourd'hui Qu'il y a Bran, qu'un seul Bran, ouais, que non, Bran j'y crois pas aujourd'hui ce serait Bran le destructeur, Ouais. alors qu'il y a eu Bran le, enfin, Ouais, je suis à fond j'ai là-dedans. lu pas mal de choses Non. là-dessus. Effectivement, on a un peu oublié toute cette histoire de retour dans le passé et que quand même la corneille à 3 yeux lui a dit de ne pas trop retourner dans le passé, que c'est Ouais, dangereux. Marc? Il faut savoir que dans la série, vous en savez plus que les lecteurs. Hein. Oui, Voilà, clairement. c'est-à-dire c'est qu'il y a, c'est plus développé la partie White Walker. Ouais. Là, on dans la rappelle, série. déjà de base, quand on était encore dans les bouquins, c'est-à-dire que l'histoire des bouquins était plus en avance, on avait justement cette scène dont tu parles avec le bébé qui était complètement ouf parce que Ouais. tous les Mais pas dans lecteurs en Jamais fait allé n'avaient aussi jamais loin. vu ça. Ouais, jamais. Et c'était le premier pas vers un truc qui sortait des bouquins. Et là, aujourd'hui, on a vraiment dépassé sur plein de points les bouquins. Ça, oui. Effectivement, la grosse différence par rapport à la série, c'est que les récits des White Walkers passent par les on-dit Oui. et le prologue. La toute première scène du premier c'est bouquin, vrai. Il y a toujours où là vraiment on a des personnages avec un point de vue qui les voient et qui décrivent Ouais. leur physique. Là dans la série, on les voit, on les entend, il y a des scènes décalées, Mhm. voilà pardon, j'ai oublié Sam, excusez-moi, Sam qui le tue, Ah c'est aussi oui. dans les bouquins, pardon. Oui. Mais c'est tout. On Oui, ne c'est sait clair. rien On du sait tout rien de du leur tout dessus, progression, de leur nombre, Mhm. rien. On ne sait rien. Alors que la série nous en montre beaucoup. Ouais. Effectivement, c'est vrai qu'on peut beaucoup plus théoriser grâce à ça. Ketrus, tu voulais parler? Non, moi je voulais rajouter après un bonus théorie crafting. Vas-y. Vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, j'ai vu encore sur internet, quelqu'un a fait pause, c'est sur un des livres que lisait Samuel. Ah oui, là, c'est vrai on- qu'on en a pas parlé. Oui, vas-y. Et en fait, ils ont lu le passage et le passage parlerait d'un pouvoir guérisseur du ver dragon. Oui, en fait. pour ceux qui ont la peau de pierre. La peau de pierre. Donc, et comme on a entendu aussi qu'il y avait plein de ver dragons sous Villevieille, Oui. bah voilà, on se Non, dit- pas sous, Non, sous Dragonstone. Pardon, sous Dragonstone. D'ailleurs, on le voit dans le trailer. Enfin, bref. Et dans le trailer de l'épisode 2. Et du coup, voilà, ce serait une façon de sauver. Bah, justement, il parle de ça. Vas-y, Marc. Ouais, je crois que ça, on le sait déjà un petit peu, puisque la fille de Stannis, Voilà, en fait, exactement. elle a subi des traitements en fait depuis sa plus tendre enfance, en fait, pour ralentir effectivement Ça la. corrobore, Ouais, voilà. Et ça, comme elle vit à Dragonstone, effectivement, Ouais. c'était plus simple pour elle Mm. d'être guérie par le Ah. ver dragon. Et oui. Ok, on a fini avec le théorie crafting, la deuxième grosse partie. Ceux qui étaient partis, revenez. Voilà. On va faire un dernier tour de table pour faire notre avis sur l'épisode, puis après on fera le courrier des lecteurs et puis les petits bonus de fin. Qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode et des théories qu'on a amenées ici, Alors, Eric? perso, un épisode efficace. Forcément, c'est celui qu'on attendait depuis beaucoup plus d'un an. Du coup, bon, on est ravis de revoir les personnages, mais c'est vrai que c'est un épisode qui est assez fouillis dans le sens où il va très vite. Il y a beaucoup de personnages qu'on ne voit qu'une seule fois et d'autres qu'on voit 2-3 fois sans qu'il y ait de vraies raisons, à part Sam pour le coup, parce que je vous l'ai dit, Sam sera un personnage très important de cette saison. Mais sinon, voilà, un personnage qui replace les choses et je l'ai dit à de Un épisode qui nombreux, replace, oui. voilà. J'ai dit quoi?
T'as dit un personnage qui remplace les choses. Non, oui, pardon, excuse-moi, un personnage qui remplace les choses. Et comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'engouement de la saison 7. C'est un bon épisode pour commencer la série. Clairement, je dis ça sans déconner. Clairement. Marc. Oui, très bon épisode, à la cool, j'ai envie de dire en fait, alors que très bien rythmé et surtout grosse prouesse sur les dialogues, honnêtement, faire parler Sansa comme ils la font parler dans l'épisode, je trouve ça génial. Je reviens encore un peu sur Euron, j'ai trouvé ça hyper bien. Donc moi j'ai été transporté et malgré les petits moments, on a tous des personnages qu'on n'a pas envie de voir, des petites séquences qui nous embêtent, j'ai trouvé hyper bien équilibré, j'ai hâte de voir la suite. Ok, Lady Hello. Ouais, ça laisse présager du bon pour la suite, parce qu'il y a quand même que 7 épisodes, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc il y en a 3 de moins que d'habitude, donc on aura peut-être moins d'épisodes filler, donc plus d'épisodes de ce type-là. Moi j'ai aussi beaucoup aimé, j'ai trouvé très bien rythmé. Ils ont pas rushé, il y a des scènes où ils se sont attardés sur des choses, comme par exemple quand le limier enterre, enfin voilà, ils prennent le temps par moment de s'attarder sur des choses, et moi c'est ce que j'aime bien. J'ai pas forcément envie de voir tout le temps tous les personnages dans chaque épisode. S'ils font un épisode sur un seul ou 2 personnages, moi ça me va très bien. Ouais, clairement, ça moi je préfère largement quand ça se passe comme ça. Ouais, donc j'ai adoré l'épisode, j'ai envie de chialer devant le générique. Oh, c'est mignon. Oui. Monsieur Rivers, oui, Ketrus. Pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Hello. Moi, je suis pour voir des scènes plus longues en fait avec les personnages. En fait, mes scènes préférées de cet épisode-là, c'était les scènes les plus longues, parce que je trouve que ça va un peu trop vite et qu'on part très vite sur différents personnages. Et du coup, on a un petit peu ce côté coitus interruptus. Tu vois, on a envie d'en savoir plus. Et là, c'est un peu trop parce que c'est un peu trop tout le temps dans l'épisode, quoi. Ouais, clairement. Ok, moi j'ai beaucoup apprécié l'épisode aussi. Moi, quand on l'a vu ensemble, j'ai pas eu ma larme, mais j'étais vraiment très content. Merci. J'ai vraiment été très content de reprendre cette série. J'avais été un peu déçu globalement par la 6e saison, et là j'ai une hype folle qui remonte avec Daenerys qui pose sa main sur les plages de Dragonstone. Merci à tous. On va passer rapidement parce que finalement, en relisant les questions des auditeurs qui nous ont été envoyées sur Twitter, entre autres. Je me rends compte qu'on a répondu à pas mal de choses, mais effectivement, voilà, on a eu quelques questions par vous, auditeurs. Donc, n'hésitez surtout pas à nous en poser via Twitter, en DM, sur Facebook, sur iTunes ou n'importe où dans les commentaires sur Radio Kawa. Ça fait toujours plaisir de voir que sur ce quoi on parle, ça vous intéresse et qu'il y a des retours, donc vraiment n'hésitez surtout pas. On a 4 questions, dont 2 qu'on a plus ou moins traitées. Déjà par Adrien-Antoine, qui demandait des éclaircissements sur Dragonstone. Il expliquait que lors de la séquence de fin, il expliquait que ça a été construit par les Targaryens, les Valériens. Effectivement, donc comme tu l'as vu dans le focus, effectivement, ça a été construit par eux. J'espère qu'on a à peu près répondu à ta question. Si t'as besoin de plus d'éclaircissements, surtout n'hésite pas. Tu avais posé aussi une autre question concernant le détail sur la bataille à laquelle Euron et Cersei font référence, où Euron avait été exilé. Marc a déjà répondu à ça. Il avait déjà prévu de le faire rapidement, mais c'est tellement long ce passage. D'ailleurs, je pense que vas-y, Ike. Tu peux y aller, Ike. Je veux juste apporter une précision. Dans la série, Jaime Lannister parle de l'événement comme s'il y était. Et la différence avec le bouquin, c'est que de tous les héros, mais il y a une chier de héros, de personnages, Barristan Selmy, le Blackfish et machin, Ned Stark et compagnie, qui étaient à cette bataille, et Jaime c'est le seul, alors que c'était déjà un chevalier qui n'y était pas. Pourquoi? Ok, donc effectivement, comme disait Marc, le truc est vraiment plus long dans le bouquin. On parle ça introduit beaucoup plus de personnages et beaucoup plus d'événements. Donc on t'invite plus à te reporter sur ça, ou du moins sur voir les résumés sur le net, parce que là ça prendrait énormément de temps. Ou peut-être un prochain épisode où on pourra refaire le lien entre éventuellement, c'est super intéressant. Ouais. 2 autres questions, une plus centrée sur l'histoire de @Yann_dev qui demandé par rapport à la temporalité entre les 2 saisons, combien de temps Arya était restée chez les Frey avec un E, donc pas avec un A, parce que tu demandes dans ta question. Combien de temps, non mais je lis, c'est difficile, et combien de temps s'écoule pour Sam, qui veut prendre ça? Vas-y, Ike, encore. Alors pour moi, la temporalité des 2 saisons dépend des personnages. C'est une réponse un peu facile, mais c'est la vérité, parce que c'est déjà le cas dans les autres saisons. Tout ne découle pas à la même vitesse. Pour Arya, c'est, je pense, des réponses les plus simples, parce qu'elle le dit dès le début, ça fait 15 jours
que elle a fait le dernier festin. Donc le dernier festin, c'est le moment où Walder Frey meurt, assassiné par Arya, et du coup là c'est 2 semaines plus tard. Donc je pense que c'est le seul élément temporel qui définit clairement la situation pour elle. Après, pour beaucoup d'autres personnages, par exemple Euron, c'est très compliqué de savoir en combien de temps il a pu construire 1000 bateaux et faire le tour du continent pour arriver de l'autre côté. C'est pas facile à estimer. À mon avis, c'est clairement pas 2 semaines. Hein. Non, clairement pas. Pareil pour Daenerys qui a fini de traverser la tout Mérine, enfin la baie des Serres jusqu'à Dragonstone. Clairement, ça peut être moins de 2 semaines. C'est là où la série pêche un tout petit peu, c'est que dans les bouquins, en fait, t'as toujours une date en début de chapitre qui t'indique à peu près, si tu le retiens entre temps, qui te dit à peu près où tu en es par rapport aux autres. Ça dépend. Winterfell, tu sais que tu poursuis complètement la scène, la dernière scène de la saison. Mais en fait, t'as vraiment la façon dont est monté l'épisode, t'as l'impression que la temporalité va dans le bon sens, alors qu'en fait pas du tout. Il y a des événements qui viennent d'arriver quand Jaime Lannister et Cersei discutent, qui sont à peine arrivés. Au moins en termes d'information, en termes d'intel, mais on sait pas exactement quand. Même pour Martin, c'est très compliqué. D'ailleurs, il a fait le choix à un moment de pas faire des suites chronologiques et de revenir en arrière et de faire 2 histoires en parallèle. C'est le bouquin 3 et 4. Oui, 4 et 5. 4 et 5. Donc voilà, si même l'auteur a du mal, imaginez pour les producteurs de la série le bordel que c'est. Clairement. Voilà. Une dernière question de @captifou. _com, désolé, j'ai tout écorché. Il demandait un conseil pour écouter un podcast retraçant les autres saisons de Game of Thrones. Alors moi je l'écoute pas, mais on a une réponse de Ike qui s'en est occupé, qui s'appelle Civilization X. Ouais, en fait c'est un podcast uniquement à regarder uniquement sur YouTube que j'adore pour au début je la détestais parce que les illustrations qu'elle présente, c'est du paint, mais du paint niveau, mais c'est vraiment choquant, c'est choquant. Par contre, c'est un mec tout seul, il fait ça sur son temps libre. Il a une voix qui va pas du tout avec le show. Il a une voix, je crois qu'il est canadien, il a une voix très grave comme ça, et il décrit les choses d'une façon factuelle et c'est pas fantastique en fait, c'est pas fantasy. Et sauf que c'est, je trouve, une des personnes les plus directes avec les illustrations qui correspondent. Je trouve ça voilà, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on veut revoir un point, et il traite de sujets qui ne sont pas du tout évoqués dans les bouquins. Par exemple, je pense qu'il a dû faire quelque chose sur la rébellion Greyjoy. D'accord. Donc le fameux élément qui a créé l'exil de Euron. Mais non, il y a plein de trucs comme ça. Il fait des vidéos par personnage, il fait des arcs. Alors c'est pas forcément un podcast audio, c'est surtout vidéo. C'est plus intéressant quand on le regarde avec les illustrations, même si elles font pleurer, mais je trouve ça très très juste. C'est le meilleur podcast, en tout cas la meilleure chaîne qui s'intéresse à Game of Thrones et qui fait ça de façon sans commentaire, sans rien. C'est francophone? C'est anglophone. Pardon, voilà, c'est anglophone. On est sur YouTube aussi. C'est vrai qu'on est sur YouTube, venez nous voir sur YouTube. Je vais rappeler ça à la fin de l'émission, Dernier petit point avant de nous quitter, le choix du focus qu'on va laisser à nos auditeurs adorés qu'on aime déjà depuis une semaine. Grosso modo, en fait, voilà, on s'est posé la question de savoir comment on allait choisir le prochain focus. Là, on l'a fait sur Dragonstone, c'était plutôt évident. Mais pour les prochaines émissions, on voudrait faire un truc en corrélation avec l'épisode. Alors, on l'a pas encore vu, parfois c'est dur de le travailler, mais on s'est dit que ce serait encore plus cool, parce qu'on est des gens cool, de vous laisser à vous auditeurs la parole et le choix de ce sujet-là. Alors ça va être un peu atypique la façon dont on va vous demander ça forcément, mais voilà, donc si vous avez une idée de focus ou si vous avez un point sur un épisode qui va pas épisode prochain que vous voulez voir développer dont on parle, écoutez, allez sur iTunes, c'est plus simple, c'est pour nous, ce sera d'autant plus direct et ça nous aidera malgré nous. Allez sur iTunes, vous mettez un commentaire sur iTunes avec un petit 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Et oui mon gars. On l'assume complètement. C'est juste que voilà, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être respecté. C'est pas pour ça, c'est pour avoir un focus. Voilà. Mettez un j'aime. Donc voilà, vous mettez un commentaire 5 étoiles sur iTunes avec le focus que vous voulez voir développer et on choisira là-dedans pour développer notre focus. Faites-le très rapidement. Le prochain enregistrement se fera en milieu de semaine. Là, on est vendredi, on a eu le temps de travailler, mais le prochain enregistrement, on va être un peu bloqué en termes de date, donc on va enregistrer sûrement milieu de semaine vers mercredi. Et vous avez le choix sur n'importe quoi, c'est ça? Ouais, alors soit sur l'épisode en cours, ce qui serait le plus intéressant. Maintenant, s'il y a un point dont on a parlé que vous voulez vraiment développer, qui est pas forcément dans l'épisode, on pourra le faire aussi. Ça peut être un lieu, un personnage, un élément de la mythologie. Si vous voulez qu'on parle de l'ancienne Valéria, on peut faire un épisode extrait sur ça tout simplement. Vous pouvez venir sur Radio Kawa, sur Twitter, machin et tout, mais voilà.
Voilà, c'est tout bon. Merci à vous quatre pour votre temps, votre patience, surtout pour ce début technique difficile. Merci à toi. Je vous rappelle que Whisperos c'est une émission produite par Radio Kawa qu'on remercie, qu'on aime de tout notre cœur. Merci à Fox pour tous les détails techniques qu'il a rattrapés qu'on n'avait pas fait sur la dernière émission. Merci à lui de le mettre en ligne en dernier moment quand on l'a mal géré. Et merci à tous ceux de Radio Kawa qui nous ont fait des retours super sympas. Bref, on vous aime les gars. Vous retrouvez-nous donc sur Radio Kawa dans la section. Alors c'est pas vrac cette fois, ça va être musique et cinéma. C'est exact. C'est cinéma et télévision. C'est ça. Parce que du coup j'ai plus l'habitude. Où est-ce que on vous retrouve, vous, nos amis chroniqueurs? Eric, où est-ce qu'on te retrouve? Dans Comics Outcast qui est sorti aujourd'hui. Voilà, essayez d'écouter les deux avant l'épisode que vous. Non, pas vrai du tout. Il sort après-demain. Excusez-moi, je suis perdu. Aujourd'hui, il sort après-demain. Voilà. Et sinon dans ma librairie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai fini ma phrase. Démerde-toi. C'est une invitation. Merci. Dondarion out. Marc, où est-ce qu'on te retrouve? Alors encore une fois, vous pouvez me retrouver et m'envoyer des petits messages sur @dotsmark sur Twitter. Et comme précisé au début de podcast, si vous voulez voir ce que je fais, vous pouvez aller sur mon Tumblr, c'est dotsmark, la même chose, .tumblr.com. Et là, donc là, je poste pas mal de choses en pixel art pour les fans de ce vieux style, de vieux gens de 35 ans. C'est pas vieux. Voilà. Hello, où est-ce qu'on te retrouve? Eleanor Bridge sur à peu près tous les réseaux sociaux existants. Voilà, tout simplement. Et le blog éponyme. Tout simplement. Kétrus? Voilà, moi on me retrouve aussi dans le Comics Outcast de lundi. Et dans la Ligue des joueurs ordinaires qui sortira... Pas loin. Après, le premier samedi du mois toujours. Voilà. C'est ton combienième podcast de la semaine là? C'est quoi? Qu'est-ce que je te dis tout à l'heure? 4 en 10 jours. Oh ça va. On commence à enchaîner. Tu dois en faire un métier. Oh mince. Ah, c'est une bonne idée. Ok, merci à tous. On se retrouve dans une semaine lorsque vous écouterez ça à la sortie, samedi 18h. Écoutez Whisperos, écoutez nos murmures. Nous sommes là et nous écoutons tout. Allez, à ciao tout le monde. Ciao. Murmurons des Encore oreilles. 6. On dit souvent que tout était mieux avant. Qu'en pensez-vous, Papy Groublin? C'est vrai. Tout était beaucoup mieux avant. À l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise. Coucou, c'est Amo. Kaorin, c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise. Générique et soundtrack d'anime, JRPG, visual novel, toutes les époques, tous les genres, que vous soyez otaku ou non. Kaorin, votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise, c'est sur Radio Kawa. Puis on n'avait pas de doujin hentai ni zekoi non plus. Mais arrête, Pépé. Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin? C'est chaud là quand même, c'est chaud. Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les 2 semaines sur Radio Kawa. Sassy, Marine Trust, Marine Tantarian.